Back with the remix. These boys all my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is just, Sun came out, I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns, la franchise de l'Arizona qui a entamé sa pré-saison avec une victoire contre les Los Angeles Lakers il y a quelques jours, dans la nuit de dimanche 6 à lundi 7 octobre, et qui a encore quelques matchs là dans la pré-saison, encore 4 si je ne m'abuse, avec notamment 2 contre les Detroit Pistons. Mais on va pas vraiment parler de ça aujourd'hui, puisqu'en fait c'est l'heure de la grande preview d'avant-saison là, dans Valley Hoop, et ceux qui sont sur YouTube le voient. Moi, la fine fleur évidemment de Valley Hoop, notamment Malo. Au moins, ça va très très bien, et vous, pour cette prévue, j'ai très très hâte de parler des Suns, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais un peu plus là, la prévue, c'est toujours sympa, donc très très content. Bah, c'était un épisode qu'on attendait depuis longtemps. Effectivement, on vous l'a teasé depuis des semaines déjà. On a beaucoup de choses à dire avant même le début de la saison, évidemment, même si c'est des projections qui risquent d'être balayées par quelques matchs à peine. On en reparlera évidemment à ce moment-là. Mais donc avant ça, on va se projeter dans cette grande preview. Et on a également avec nous, comme d'habitude, celui qu'on peut désormais appeler Greg de Dunk Hebdo. Non. C'est Greg de Valley Hoop, ça va très bien. Dunk Hebdo aussi, le roster, etc. Mais on est tous un peu partout finalement. Malo aussi, il est dans le roster. Toi, tu es chez Yahoo, si je me trompe pas. Rod, sans dévoiler tout. J'en ai trop dit, c'est ça? Ouais, bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec mes activités de fan de basket. Mais effectivement, c'était juste pour signaler à nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore que tu es l'une des nouvelles recrues de Dunk Hebdo et que tu as fait tes débuts là, il y a quelques jours. Absolument. Un numéro qui était d'ailleurs une preview déjà. C'était une preview et on a fait notamment les Suns pour entre autres équipes. Mais oui, on a fait Nets, Bulls, Suns, Wizards, vraiment tout ce qui est intéressant, quoi. On a fait d'autres équipes plus fun et hors fanbase des Suns. Mais oui, content de basculer sur ce format YouTube vidéo, c'est cool. Les formats audio seront évidemment toujours dispo. Et puis trop hâte de parler de la future saison des Suns. Parce que, les gars, je ne sais pas pour vous, mais moi, contrairement à l'an dernier, je suis beaucoup plus excité. Je ne suis pas beaucoup plus optimiste, mais je suis beaucoup plus excité. Je trouve que l'équipe est beaucoup plus fun, quoi. Ouais, bah c'est ça. On va en parler. Il y a beaucoup On va en parler. Voilà. Mais effectivement, oui, l'approche va forcément être différente de la saison dernière pour plein de raisons. Hein. Déjà, on a déjà vu. Par rapport à l'année dernière, on partait complètement dans l'inconnu sur l'espèce de Big Tree là, avec KD et Bill en plus de Booker, on n'avait aucun élément. Là, on en a ceux de la saison dernière. Mais il y a aussi eu beaucoup de changements. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire évidemment. Et une fois n'est pas coutume dans nos previews, on va commencer par se pencher un peu sur le calendrier de Phoenix pour la saison à venir. Sachant que dans les previews précédentes, on avait plutôt l'habitude de gérer le calendrier à la fin. Mais il nous semblait que c'était quand même une bonne approche pour entamer cette preview parce que finalement, le calendrier va beaucoup jouer, comme d'habitude, hein, toujours. Et dans le cas de Phoenix cette saison, c'est quand même un cas un peu particulier. Peut-être, Greg, je vais te laisser présenter un peu notre calendrier dans les grandes largeurs, on va dire, dans les grands traits, quoi. Oui, mais alors moi, je me suis un peu penché dessus et j'ai pas trouvé le calendrier aussi, disons, intéressant à décortiquer que l'an dernier. C'est vrai que l'an dernier, quand on avait fait la preview, on avait noté des grands stretches où on pouvait aller chercher au minimum 10 victoires. On avait, à l'inverse, noté des stretches de game où ça allait être difficile d'en choper plus de 5 ou 6. Et c'est vrai que cette saison, je trouve plus difficile d'analyser ce calendrier en termes de longues périodes qui seraient plus faciles et de périodes aussi longues qui seraient plus difficiles. On a un calendrier que moi, je trouve plutôt équilibré.
mais ça reste quand même le calendrier, le 4e calendrier le plus dur cette saison NBA. Je crois que le plus dur est pour les Blazers, si je ne me trompe Oui. pas. On se tape 16 back-to-back. Je t'arrête c'est le- juste Ouais. parce que du coup le plus dur, c'est donc le fameux strength of schedule, mais c'est donc basé sur les résultats de l'année dernière. En gros, c'est un peu ça, quoi. C'est ça, absolument. Donc il y a des équipes pour lesquelles ça va un petit peu changer et il y a peut-être des match-ups qui sont identifiés faciles mais qui ne le seront pas forcément pour nous, hein. On se rappelle évidemment traumatisé qu'on est des défaites face aux Spurs l'an dernier parce que KD refuse de box-out. Aïe. Mais ouais, disons qu'on a un calendrier plus... Enfin, toujours dans les plus difficiles. L'an dernier, on était le calendrier le plus difficile, si je ne me trompe pas. Arrêtez-moi si je dis des conneries, mais il me semble que c'était le cas. Et là, ouais, donc 16 back-to-back, nombre le plus élevé de la ligue. 5e au nombre de matchs diffusés en antenne nationale. Bon, ça, c'est plutôt cool, surtout pour une petite franchise comme la nôtre, ou en tout cas, on n'est pas un des gros marchés de la ligue. Et puis ensuite, on va parler du début de la saison, mais c'est vrai que voilà, il y a ce côté très équilibré que je trouve intéressant, parce que finalement, ça veut dire que l'équipe va devoir se concentrer sur l'ensemble de la saison et ne pas espérer amalgamer des victoires sur des stretches contre, je sais pas, 3 matchs contre les Wizards, 2 matchs contre les Wizards, puis 2 matchs contre les Bulls, puis 2 matchs contre les Nets, quoi. Ça n'existe pas dans notre calendrier. Donc c'est plutôt équilibré, quoi. Bah, c'est vrai que l'année dernière, alors le grand truc, on va dire, moi, ce que je me souviens, surtout la fin de calendrier qui était particulièrement dure, en plus, voilà, compte tenu des résultats en cours de la saison, et qu'on avait eu un peu ce truc-là de on n'a pas chopé assez de victoires à un moment où on aurait dû en choper, et effectivement, en fin de saison, on avait un peu l'obligation de performer, malgré un calendrier qui était plus difficile. Là, comme tu le dis, il y a un côté un peu plus équilibré d'une manière générale. Après, il faudra voir évidemment, comme tu disais toi-même, les destins des différentes équipes qui risquent peut-être pas d'être les mêmes que l'année dernière. Toi, Malo, comment tu vois ce calendrier-là d'une manière générale? Est-ce que tu t'es penché un peu dessus et qu'est-ce que tu en dis? Ouais, bah, j'ai regardé aussi, un peu comme vous, je vois pas de. Je trouve que ça va être surtout important d'être régulier tout au long de la saison, et ce qui est pas forcément une mauvaise chose, et c'est une chose qui nous réussit, je pense. En tout cas, qui nous réussissait il y a 2-3 saisons. Enfin voilà, on a souvent été une équipe de régulière plus que de playoff, en tout cas sur ces dernières saisons. Il y a quand même 2-3 petites périodes où on voit des adversaires un peu plus faibles qui s'enchaînent. Notamment janvier-février, où on a, même s'il y a quelques grosses équipes qui s'intercalent, on a quand même 2-3 périodes de 3-4 matchs qui, bah voilà, j'en ai une notamment en janvier où on joue Hawks, Jazz, Hornets à la maison, plus on se déplace aux Hawks à Washington et à Détroit. Donc même si c'est que 6 matchs, ça reste quand même prenable. Ouais, tout à fait. Je te coupe juste pour rajouter, c'est là, les 3 déplacements dont tu as parlé, c'est un road trip où il y a encore 2 matchs après à Oui, c'est ça. Cleveland et Brooklyn. Donc c'est vrai Ouais, que c'est une période où tu te dis contre des équipes de l'Est plutôt faibles, c'est à part ça. Cleveland. Mais je, mais je pense que ouais, Autre le chose. calendrier, ça s'explique surtout par le fait que la conférence Ouest elle soit très, très homogène. Et donc, bah, forcément, on va jouer plus contre les équipes de l'Ouest. Et quand il y a 12 équipes, 11 équipes qui sont logiquement compétitives, en tout cas qui partent comme ça au début de la saison, bah, c'est vrai que ça fait vite des séries avec beaucoup de matchs, on va dire, équilibrés, un peu 50-50. Donc, voilà, je pense qu'on ne peut pas trop faire de conclusion dès le début sur ce calendrier. À voir, voilà, ça va plus jouer sur la régularité, et je pense Mhm. qu'on a plus les armes aussi, en termes de profondeur, pour jouer sur cette régularité et voilà, être présent un peu tout au long de la saison. Finger cross comme on dit, mais voilà. On en reviendra après, mais je pense que ouais, on va dire la 11e ou 12e option est meilleure que peut-être la 8e, 9e de l'an passé. Mhm. T'as raison, c'est un Crie truc à que côté de chez moi, on a fait. ça Ouais, ouais. m'applaudit, je sais pas si c'est Je pour moi, réagis mais direct. C'est comme ça. Moi, je Et pense du que coup, c'est oui, il y a... forcément pour toi, hein. Pardon, pour rebondir sur les Suns, oui, effectivement, comme tu dis, il y a peut-être un côté plus linéaire, on va dire, dans ce calendrier, même si, tu l'as souligné, il y a des périodes qui vont être un peu plus, forcément un peu plus relax en termes d'adversaires, des périodes qui vont être un peu plus denses, on va dire. Dans ces moments-là un peu marquants de la saison, qu'est-ce que tu as identifié, toi, Greg, comme zone, on va dire, un peu chaude, en tout cas à regarder, à observer de près du côté du calendrier des Suns? Bah, moi, j'ai envie qu'on démarre bien. J'ai envie que les Suns démarrent très bien. Et c'est vrai que les 4 matchs sur 5, sur les 5 premiers qui sont contre Los Angeles, j'ai envie de tous les prendre. Mmh. J'ai envie parce que voilà, les Suns et Los Angeles, c'est une histoire d'âne amour. C'est
C'est pas une histoire forcément disons, de hate, etc. Mais c'est vrai que c'est des rivalités qui existent. Il y a de la Rivalité historique contre les Lakers, c'est une rivalité plus récente contre les Clippers. Alors, plus les Clippers de Paul George qui n'est plus là aujourd'hui que contre les Clippers de n'importe qui. Mais en tout cas, il y a une rivalité qui existe avec ces deux franchises-là. Il y a aussi la rivalité avec les Mavs. Et c'est vrai que ces 5 premiers matchs que contre des rivaux, moi, ça m'intéresse beaucoup. Après, dans la saison, non, j'ai pas noté de stretch particulièrement particulier, même si je trouve que les 5-10 derniers matchs de la saison ne seront pas faciles et qu'il faut vraiment qu'on arrive en forme sur ces matchs-là, qu'on repose pas les joueurs en vue des playoffs, etc. Donc, je sais pas, je pense que ça va avoir une incidence, on en parlera plus tard sur les rotations, Mhm. mais le fait qu'on ait 16 back-to-back et qu'on ait un effectif qui soit labellisé injury prone, je pense que ce serait pas trop mal qu'on arrive à faire en sorte de reposer un peu les joueurs sur certains back-to-back, d'autant plus que dans ces back-to-back, on a quand même une grosse proportion de matchs qu'on va jouer nous en back-to-back, mais contre des équipes qui seront reposées. Et ça, c'est un gros problème, puisqu'en fait, tu te retrouves avec un différentiel d'énergie sur le terrain assez grand. Donc, non, j'ai pas noté de période. Je suis curieux de savoir si toi, tu en as noté, par contre. Tu ne Parce crois pas, que c'est bien dire. mais En je fait, suppose que oui, parce que je te connais un peu maintenant. Et je sais que tu notes des choses. ouais, bah, en fait, moi, ce que j'ai cru remarquer, malgré tout, c'est qu'effectivement, en revenant du All-Star Game, il y a un moment où il va falloir être vraiment sérieux, et ne pas perdre pied, en fait. Parce que ça va être le moment, évidemment, où ça va se décanter, on va dire, dans la course au play-off et même au seeding, hein, on va dire, à l'Ouest. On espère être bien placé déjà à ce moment-là, évidemment, parce que, bah, comme on l'a dit, il y a une question de régularité à trouver et qui est un peu l'objectif des Suns sur la saison régulière. Mais au retour là du All-Star Game, avec d'abord un petit road trip de 4 matchs, avec pas forcément des adversaires très inquiétants, on va dire. Les Spurs, les Bulls, les Raptors et les Grizzlies. Donc quand même les Grizzlies et les Spurs, c'est pas mal. On va voir ce qu'ils donneront cette saison, mais c'est des équipes qui de toute façon à l'Ouest, s'annoncent comme des poils à gratter au moins, quoi. Puis il y a un stretch à domicile avec New Orleans 2 fois, les Wolves, puis les Clippers, puis un road trip avec cette fois Denver, Dallas, Memphis, Houston, puis les Kings. Donc oui, c'est une période où ça va s'enchaîner, où pareil, je crois qu'il y a quelques back-to-back à ce moment-là. En tout cas, il y a 9 et 10 en déplacement, donc à Dallas puis à Memphis, ne serait-ce que ça, 9 et 10 mars. Donc pour moi, c'est pas la période clé, mais cette période-là, il faut surtout pas se louper. Parce qu'en fait, c'est la période où si tu te loupes, vu le timing dans la saison, bah, ça peut mal se goupiller pour la suite. En fait, si t'enchaînes une série de défaites, tout simplement, à ce moment-là, tu prends un mauvais, tu files un mauvais coton, quoi, on va dire, dans la perspective des playoffs, voire tu peux te mettre vraiment en difficulté si tu n'avais pas assuré un écart suffisant avant. Donc pour moi, c'est une période plus dangereuse qu'autre chose, évidemment. Si on est dans la logique qu'on a dit de régularité, linéarité, arriver à trouver de la ressource, de la profondeur et tout, pour moi, ça m'inquiète pas plus que ça, on va dire, cette période-là, parce que je me dis que bah, on va peut-être perdre des matchs, mais on arrivera à rebondir. En fait, le truc, c'est ça, c'est de pas être dans une période déjà de panique ou de pression ou d'absence de joueurs à ce moment-là. Là, ça pourrait être un peu plus compliqué. Donc, moi, j'ai noté cette période-là vraiment comme un moment important. Je pense que le début aussi, et le début pour moi, il est plutôt abordable. Donc, avec comme pour vraiment préciser la chose de déplacement pour commencer à LA, donc dans la nouvelle salle des Clippers, puis chez les Lakers, la réception de Dallas, puis on reçoit les Lakers, puis on va de nouveau à l'Inglewood Center, je sais pas comment il va s'appeler, mais en tout cas voilà le nouveau truc des Clippers, avant de recevoir les Blazers. Donc sur ce début de saison, 6 premiers matchs contre des adversaires de l'Ouest, il faut prendre les victoires. Et effectivement, alors on verra hein, où en seront les Clippers en tout début de saison. On sait que la perte de Paul George n'a pas vraiment été remplacée, donc ça change quand même quelque chose dans leur effectif. Les Lakers, on sait que c'est un peu brinque-ballant aussi là, en tout cas la tête que ça là, arrivé en pré-saison. Oui, c'est sûr que si on prend ces 4 matchs-là, bah, c'est plutôt une sorte de logique et en tout cas ça nous lancerait idéalement. Donc oui, bien négocier cette entrée et bien négocier le post-All-Star Game, pour moi c'est pas les 2 moments les plus critiques, mais c'est 2 moments très importants dans la saison, notamment en termes de dynamique, quoi. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Malo? Bah, je te rejoins. Clairement, je suis un peu d'accord. Après, le truc de bien commencer, bah, faudra voir aussi dans quel état arrive l'équipe, quel automatisme. On en reparlera plus tard, mais notamment en défense. Après, oui, en tout cas, c'est prenable. Ou c'est des matchs où, bah, au pire, on part en 50-50, on va dire. Donc, il y a largement la place de le faire. C'est pas, on se tape pas les gros cadors tout de suite. Mais c'est sûr qu'il faudrait être présent. On le disait, c'est des rivalités mine de rien. Donc,
ça permet aussi d'être directement motivé, d'entamer directement dans le dur, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas des matchs où on pourrait jouer des équipes un peu plus faibles, sans grande motivation, et on pourrait un peu se laisser aller, je pense, en tout cas j'espère. Donc voilà, c'est surtout hâte de voir comment ça va se passer. Le début sera important à négocier. Après, sur la fin de calendrier, je la trouve peut-être un peu plus facile que vous, notamment à partir de mi-mars, où on aura quand même pas mal d'équipes qui soit seront à la course pour le play-in ou qui seront peut-être déjà éliminées en fonction de comment ça évolue. Là, je parle de Chicago, je parle de Toronto, enfin beaucoup d'équipes qui n'auront pas forcément quelque chose à jouer. Et sur la toute fin, on aura au contraire des équipes où elles auront peut-être plus rien à jouer parce qu'elles seront déjà très bien placées. Je pense notamment au déplacement à Boston et à nous aux Knicks les 4-5 derniers matchs là, où j'espère en tout cas pour eux qu'ils seront déjà sécurisés dans le top 3 et qu'ils reposeront, en tout cas qu'ils joueront avec moins d'intensité qu'à la normale. Donc voilà, on a aussi un des derniers déplacements aux Kings là qui pourrait être un petit peu très très important, Kings qui pourrait être dans notre range à cette époque-là. Donc je suis un peu plus serein sur la fin de saison, ce qui pourrait permettre peut-être notamment avec beaucoup de matchs à domicile. J'ai plus le chiffre, mais on a 5-6 déplacements sur les 10-15 derniers matchs, je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc Je ça crois que peut c'est permettre d'entamer une bonne dynamique avant les playoffs, de peut-être gratter les victoires qui nous manquent, j'espère pas, mais un peu comme la saison passée, ce qu'on avait pourtant très bien fait. Donc voilà, je suis un petit peu plus confiant sur la fin de calendrier qui pourrait nous permettre de soit reposer les joueurs si on a fait le travail avant, j'ai envie de dire, ou soit de rattraper notre retard. À voir, surtout avec un effectif qui devrait avoir gagné en automatisme et en connaissance du plan de jeu. Donc voilà, c'est un petit peu le point que je voulais ajouter sur ça. Non, mais c'est clairement intéressant. Après, voilà, bah, comme pour tout ce qu'on a dit, finalement, ça reste, comment dire, soumis, on va dire, à bah, l'évolution de la saison Oui, bah c'est ça. pour toutes les équipes qu'on va affronter. Parce qu'effectivement, là, on a une image un peu du truc, mais en fait, ça se trouve, bah, effectivement, sur la fin de saison, on va se retrouver face à des équipes qui, comme tu dis, n'auront plus rien à jouer parce qu'elles seront déjà qualifiées, déjà sûres de leur seeding, quoi que ce soit au contraire, sont en train de se battre pour être quatrième plutôt que cinquième, Oui, c'est être ça, ouais. deuxième plutôt que troisième pour éviter de... En fait, voilà, on a bien vu l'année dernière qu'effectivement enfin ça jouait au match près parfois jusqu'au bout. C'est pas Ouais, c'est toujours ça, le hein. cas. Donc, est-ce qu'on va se retrouver à nouveau dans une configuration pardon comme l'année dernière? C'est pas sûr non plus. Donc vraiment, il y a aussi évidemment de l'incertitude par rapport à ce que représentera vraiment ce calendrier-là en fin de saison. Et puis juste pour Pour finir peut-être. terminer, ah bah je vais juste Vas-y. ouais, ça Non, dépendra aussi des équipes qui tankent, enfin qui décident de sortir le tank à quelle période, quand, parce que l'on a une c'est sûr. draft qui s'annonce très très relevée, de ce qu'en disent les analystes, avec beaucoup de très bons joueurs, donc à voir aussi, c'est un aspect important, parce que jouer une équipe qui tank, c'est pas pareil que jouer une équipe qui peut aller chercher le play-in et qui va tout donner à 10 matchs de la fin, donc ouais, ça va être... Ça c'est clair. Après, justement, si on regarde sur nos 10 derniers matchs, on a a priori pas trop Oui, d'équipes c'est ça, ouais. qui a le profil de tankers, quoi. Donc, on peut citer ces 10 derniers matchs juste comme ça pour l'info. Ce sera donc Houston à domicile, Milwaukee là-bas, Boston là-bas, New York là-bas, donc les Knicks, Golden State à domicile, Oklahoma à domicile et San Antonio à domicile avant le déplacement aux Kings. Sur toutes ces équipes-là, a priori, c'est quand même des équipes qui C'est visent ça. quelque chose. Mais comme tu dis, c'est aussi, on sait pas où elles en seront à ce Mais moment-là. Donc, d'où le truc de quand les équipes sortent le tank, si elles le sortent dès février pour certaines ou dès mars, parce que là par contre dans cette période on aura beaucoup d'équipes, tout ce qui est Bulls, Raptors, peut-être les Grizzlies, qui peuvent en tout cas sortir le tank, en tout cas qui peuvent se délaisser un peu de la régulière, en tout cas de ce que je pense. Après à tout moment ils sont en pleine course pour la 8 ou 9e place et c'est des déplacements hyper compliqués. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aléas au-delà des blessures. Là, juste, ça change tout, mais c'est sûr que il y a beaucoup d'incertitudes et le calendrier, en fonction de la saison, peut être le plus dur, comme peut être en fait finalement assez facile et peut très mal se goupiller. Ça, c'est un peu le mot, je pense, de ce Et en calendrier, plus, quoi. En c'est plus, sûr. avec ces histoires de tankings, il y a une nouvelle donnée qui je trouve est plus importante qu'avant dans le précédent CBA. C'est justement ce nouveau CBA qui fait que les contrats rookies sont super valuable disons, dans le cap space des équipes et des franchises. Et on le voit avec la réussite de Derek Lively du côté des Mavs. Quand tu peux aller chercher des rookies dans le top 10 ou dans le top 15
et que ça te donne des profils à la Derek Lively qui ont tout de suite de la valeur sur le terrain et qui font changer ton équipe de dimension au point où tu vois Dallas passe d'équipe qui tankait l'an dernier à équipe qui est finaliste NBA la saison suivante parce que tout le monde est à peu près en forme et que Derek Lively a fait des progrès en ne serait-ce qu'une saison. Tu te dis qu'il y a même des équipes que tu voyais à peu près dans le même wagon que nous ou au fond du tiers dans lequel nous on se trouve, c'est-à-dire le 2e ou le 3e, tu vois, qui peuvent se dire en février, comme tu me dis Malo, mais en fait, nous, on va aller chercher un top 15 de draft Ouais, c'est ça. parce qu'on n'a pas de quoi payer des role-players, même au minimum, qu'on ne trouvera personne parce qu'il y a des équipes qui vont les signer avant nous. Du coup, on va miser sur les rookies, quoi. Donc, ouais, c'est un calendrier qui est très bizarre parce que à l'Ouest, c'est la guerre. Et en Oui, plus, c'est ça aussi. on a ce nouveau ciblier qui valorise beaucoup plus les nouveaux prospects et la draft. Donc, ouais, ça va être intéressant à suivre. Ça va être vraiment très intéressant à suivre. Je crois qu'il y a quelques dates clés qu'on va rappeler. Je pense que tu avais ça sur ton Vas-y, assiette, tout à Rod. fait. Mais c'est effectivement... Désolé, j'ai envie d'éternuer, mais je me retiens. Mais vas-y. On a le Christmas Game contre les Denver Nuggets. On a le In-Season Tournament qui va donc nous concerner. On est dans le même chapeau que le Jazz, le Thunder, les Lakers et les Spurs. Donc, c'est plus ou moins abordable. Et on a le All-Star Game d'un road trip de 5 matchs. Donc je l'avais noté. Et effectivement, comme tu disais, Rod, je pense que les matchs après le All-Star Game sont déterminants. Et moi, j'ai très, très envie de voir l'équipe sortir du All-Star Game surmotivée. Là où l'an dernier, il y avait eu une période de flottement avant de retrouver un peu de rythme. Et puis, il ne faut pas oublier que l'an dernier, on est en play-off sans passer par le play-in, effectivement parce que ça va mieux en fin de saison, mais aussi parce que la Nouvelle-Orléans, je crois, gagne ou perd un match qui est décisif pour nous. Donc, voilà, Ouais, si on veut être top 4 ou top 5 pour être vraiment assuré de ne pas être dans ce ventre mou du play-in, clairement, Rod, il faut qu'on gagne les matchs que tu as dit, c'est-à-dire juste après le All-Star Game, quand on a ce stretch contre le cœur de la conférence Ouest avec nos adversaires directs, il faut qu'on en prenne le plus possible parce qu'on peut passer là, si on est bien en seeding au moment d'arriver au All-Star Game, si on est, 3 ou 4 de la conférence, voire 5, qu'on perd 5 matchs alors qu'on devait en gagner, qu'on devait les gagner, tu vois, on peut se retrouver rapidement à la 9e place et ça peut chauffer très vite, quoi. Ouais, c'est ça. L'Ouest va être impitoyable. C'est aussi ça, effectivement, qui est très difficile à pronostiquer sur la durée. C'est à quel point il y a des équipes qui vont dégringoler. Alors, on espère vraiment que ce ne sera pas les Suns, évidemment. Mais voilà, il y en a forcément, en fait. C'est-à-dire qu'il y a trop peu de place pour toutes les ambitions, toutes les stars, on va dire, même qu'il y a à l'Ouest, quoi. Donc, effectivement, ça va être une jungle encore pire que l'année dernière, sans doute. Même si, justement, il y a certains joueurs qui sont partis à l'Est, comme Paul George. D'ailleurs, ça pourrait porter préjudice aux Clippers dans cette course-là. Bon, c'est pas vraiment notre sujet. Peut-être pour finir sur cette question-là des quelques matchs clés et du In-Season Tournament, on peut signaler que pour l'instant, dans le calendrier des Suns, il n'y a que 80 matchs parce que en fonction des résultats du In-Season Tournament, on aura 2 matchs de plus qui s'ajouteront au calendrier. Donc ce sera, je crois, mi-décembre à peu près. C'est ça, entre le 8 et le 19, donc dans la semaine où sera jouée la phase finale, on va dire, du In-Season Tournament. Donc si on est qualifié, c'est ces matchs-là, donc les matchs de tableau, enfin de tournoi du In-Season Tournament qui compteront comme l'année dernière. Sinon, ce sera donc des matchs en plus qui seront ajoutés au calendrier. Donc on verra d'ici là. Ça peut changer pas mal de choses en termes d'adversaires, notamment. Donc il y a aussi à tenir compte. C'est toujours important. Un match est un match, mais on sait bien que dans la saison 82, ça se joue à pas grand-chose. On vient de le dire. Donc il y aura encore ces 2 matchs qui vont s'ajouter en calendrier contre des adversaires qu'on ne connaît pas encore, même qui seront issus de la conférence Ouest à coup sûr. Voilà, messieurs, on a été quand même assez complet sur cette partie du calendrier. On peut passer à la suite et peut-être déjà se rapprocher un peu du terrain, du jeu, du coaching de Mike Budenholzer. Alors, il y a beaucoup de questions autour de ça. On a... Le chantier. Je prends une grande respiration. On respire et on y va. On est là pour 3 heures. Et je vais d'ailleurs, dans quelques instants, une fois que je t'aurai lancé, Malo, aller chercher mes notes que j'ai oubliées. Voilà, on est tout à fait franc avec nos auditeurs. Mais concernant donc ce plan de jeu, on va dire,
il faut s'attendre évidemment à un fonctionnement différent de la saison dernière. Le premier point, celui qui a été souligné et qu'on a déjà vu à l'œuvre là lors du premier match de pré-saison, c'est que les Suns en volume doivent prendre plus de 3 points. On peut presque résumer l'un des aspects tactiques principaux de Phoenix à ça. Malo, voilà, comment tu vois les choses de ce côté-là? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Comment arriver à ça? Quel est... qu'est-ce que... Bah, je pense que on a déjà vu de très belles choses dans ce domaine-là pour le premier match de pré-saison contre les Lakers, même si bah, les cadres ont joué que la première mi-temps et qu'on était mené de 10 points, quelque chose comme ça à la pause. Mais on a quand même vu bah, des améliorations dans ce domaine-là, notamment Devin Booker ou d'autres, j'ai plus les autres joueurs en tête, qui tout simplement s'arrêtent juste avant la ligne des 3 points, tirent, enfin, se posent pas de questions en fait. Et c'est surtout ça que j'ai vu, que j'ai souligné et qui m'a plu, c'est que vraiment les joueurs ne se posaient pas de questions pour tirer. Je crois qu'on finit la première mi-temps à 21-3 points, quelque chose comme ça, alors que la moyenne l'année dernière c'était une trentaine. On était sur les bases de la meilleure moyenne de la ligue qui était Boston quand tirait je crois 40 par match la saison passée. 42,5, ouais. 42, ouais, voilà. Donc en fait c'est après la deuxième mi-temps était entre guillemets un petit peu moins révélatrice parce que c'était plus les joueurs de rotation donc qui ont quand même pris beaucoup de tirs à 3 points, mais voilà, c'était pas les joueurs qu'on va voir le plus sur le parquet. Et ça m'a beaucoup plu justement le fait que les joueurs ne vraiment se posent pas de questions et prennent les tirs j'avais pas à gogo non plus, mais en tout cas qui prennent les tirs et la plupart du temps ouverts, c'est pas non plus forcé. Enfin, en tout cas, l'impression que j'avais. Et j'avais vu une stat, je crois que quand on prend 40% de nos tirs à 3 points et qu'on est à 40% d'adresse à 3 points ou quelque chose comme ça, depuis 2-3 ans, on est à 70% de victoire. C'est genre 32 victoires pour 10 défaites, quelque chose comme ça. Et que ça a été le cas pour le match de pré-saison, on a gagné. Et même si au début on n'avait pas beaucoup d'adresses, on avait 30-40% d'adresse globale. En fait, on restait au contact des Lakers parce qu'on prenait beaucoup de tirs à 3 points et que même en ayant si peu d'adresses, on restait au contact en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Et c'est notamment partie des cadres avec Booker, même Durant aussi à un moment qu'on a pas mal enchaîné lui sans trop de réussite. Mais ça a été clair, en tout cas dès la première mi-temps, ça a été clair que c'était les consignes qui étaient données. Voilà, on reviendra plus en aspect tactique, le détail, comment ça se met en place plus tard, mais en tout cas, ça se voit clairement qu'il y a un net changement sur ça. Je sais pas ce que vous avez pensé si vous avez vu le match, Ouais. vous. Bah vas-y Greg, je t'en prie. Vas-y. Ouais. En fait, on remarque assez vite qu'il y a des intentions disons, des perspectives stratégiques de Mike Budenholzer qui ont déjà infusé. On voit, j'ai trouvé un peu plus de libération dans le jeu, la volonté peut-être de moins se forcer à faire un jeu collectif. Il y a beaucoup plus de pull-up, le jeu est presque plus naturel, etc. On sait qu'on a des scoreurs naturels. On en a 3 qui sont des gros scoreurs en volume et en efficacité, donc autant jouer dessus. Et j'ai l'impression que c'est ce qui ressort un peu des minutes qu'ont eu les titulaires, et notamment Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant contre les Lakers en pré-saison. Effectivement, plus de tirs à 3 points de la part des 3 d'ailleurs. Pas beaucoup d'adresses par contre sur ce match-là, mais l'adresse à la limite sur des joueurs qui prouvent saison après saison qui sont adroits et efficaces, on s'en fiche sur un match, c'est pas trop le problème. Mais oui, clairement, je pense qu'il y aura plus de volume à 3 points. L'équipe l'an dernier qui shoot le plus de 3 points dans la ligue en termes de volume, c'est Boston qui est première avec 42,5. Comme on le disait, Malo, les Suns sont 25e avec seulement 32,5, donc 10 tirs à 3 points par match de moins. Mais finalement, ce delta de 10 tirs, même si je pense qu'on n'ira jamais chercher les 40 ou les 42, si on vise le 39 en partant des 32,5 là où on était, ça fait 7 tirs à 3 points de plus. Et 39, il me semble que c'est ce qu'on a fait hier contre les Lakers. Et en fait, voilà. Et en fait, ce delta voilà, c'est ça. Ce delta de 7 tirs à 3 points représente donc l'opportunité de marquer 21 points de plus par match. Alors après, avec la réussite à 38%, comme l'an dernier, à la fois pour Boston et pour nous, ça donne effectivement pas 21 points, mais ça donne plus de points. Mais c'est surtout que finalement, c'est pas un nombre qui est énorme comparé au volume de tirs pris dans un match. Et quand tu regardes un effectif, on a à peu près 7 joueurs capables dans les 8 ou 9 joueurs qu'on a dans l'effectif de prendre des tirs à 3 points à un haut pourcentage. Et ben moi, je trouve que finalement, ça fait que 1 tir à 3 points
par personne de plus dans la rotation de 8 ou 9 joueurs. Si on enlève Nurkic, par exemple, et Ryan Dunn, s'il est dans la rotation, ou Josh Okogie, l'un ou l'autre. Et ben, ça fait un tir à 3 points de plus pour Kevin Durant, un tir à 3 points de plus pour Bradley Beal, un tir à 3 points de plus pour Grayson Allen. Finalement, c'est pas beaucoup. Donc, on va peut-être pas avoir des signaux visuels de voir Kevin Durant prendre X pull-up à 3 points de plus par match. On va peut-être pas le voir visuellement et avoir l'impression que ces mecs-là jouent toujours le même jeu à mi-distance, etc. Mais si on arrive à passer de 32 tirs à 39 ou 40 juste parce que chacun prend un tir de plus par match à 3 points de moyenne, bah, ce sera en fait un pari déjà gagné par Mike Budenholzer. Donc il faudra davantage surveiller la statistique que l'eye test, parce qu'on risque d'être déçu par l'eye test. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est ça aussi le truc, c'est que c'est un ajustement, en fait, d'une certaine manière. Ça que c'est. Enfin, voilà, on n'est pas sur une révolution, et de toute façon, voilà, on sait très bien qu'en NBA, les équipes, la révolution, elles l'ont fait déjà il y a quelques années, Ouais. et que voilà, on est sur des volumes à 3 points qui sont beaucoup plus importants. Là, il y a un petit déficit, comme tu dis, on est parmi les équipes qui tiraient le moins. Alors l'année dernière, attends, j'avais le chiffre là juste avant. 32,5. Ouais, 32,5, mais surtout Et on on est était 25e. 25e équipe de C'est NBA ça, en, ouais. en tentative, quoi. Et effectivement, donc avec ce pourcentage de 38%, on en rentrait 12,5. Là, sur le match d'hier, donc avec un pourcentage, je te coche quand même plutôt bon, puisqu'on est à 41% hier, enfin à 3 points, donc c'est pas mal, tu vois, à 16 sur 39. Mais même si on avait rentré que 15 sur 39, bah c'était déjà 3 tirs à 3 points de plus, tu vois, que l'année dernière en moyenne, tu vois. Enfin, donc il y a un truc là-dessus, juste d'arithmétique pure, hein, qui est vraiment la révolution des analytics, c'est ça, hein. C'est pour ça que le tir à 3 points a été autant favorisé ces dernières années, c'est parce que c'est vraiment plus rentable, en tout cas avec les niveaux d'efficacité qu'il y a maintenant. Et je pense que oui, il y a enfin, en tout cas, je pense que c'est la bonne manière de l'aborder pour le coaching staff, dont on va parler après, le nouveau coaching staff, puisqu'il a quand même beaucoup changé autour de Bud, enfin avec Bud justement. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est peut-être ça l'angle d'attaque, c'est qu'il n'y a pas une révolution à changer, enfin un truc majeur à changer dans la manière dont joue Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant. C'est un ajustement, c'est bah oui, aller vers un peu plus d'efficacité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils en ont parlé déjà pas mal depuis le Media Day, les principales stars de l'équipe, du fait que Bud avait beaucoup insisté là-dessus. Donc, bah, c'est vrai que d'une manière générale, ça colle bien. Ça colle bien. On a l'impression que les joueurs sont réceptifs. On a l'impression que effectivement, ce mouvement-là, il est déjà en cours puisqu'on on l'a vu sur le premier match de pré-saison. Alors, j'espère que ce sera pas un pétard mouillé là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est une évolution nécessaire dans le jeu des Suns, pardon. Et ça va dépendre de beaucoup de choses. Alors la question, c'est au-delà donc des stars qui de toute façon ont besoin dans leur répertoire de tir d'incliner un petit peu plus le 3 points. Au-delà des spécialistes comme Grayson Allen ou même Royce O'Neal, même s'il est beaucoup moins bon en termes de pourcentage, est-ce que en termes de matos, en termes de personnel dans l'effectif, on a ce qu'il faut pour soutenir cette espèce d'objectif de 40 tirs à 3 points par match? Ce que tu disais, Greg, avant, semble dire que oui. De toute façon, c'est même pas forcément une question de personnel, sachant qu'on n'a pas, enfin, c'est pas à part Josh Okogie, et encore, on l'a vu notamment lors de nos over-under, ça progresse quand même ces dernières saisons, en tout cas depuis qu'il est à Phoenix. Mais sinon, on n'a pas de joueurs qui sont vraiment des liability absolues à 3 points. On verra pour Ryan Dunn. Vous, qu'est-ce que vous en pensez au niveau du casting? Est-ce qu'on risque d'être en difficulté au niveau du pourcentage, de baisser par rapport à l'année dernière, si on augmente réellement le volume? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Malo? Moi, je pense qu'on l'a largement, qu'on a, ouais, dans la rotation, à la limite, 2 voire 3 joueurs qui savent pas tirer, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un gros mot, mais qui sont pas des shooters très très efficaces. Je vois, ouais, j'en vois bah, le secteur intérieur, que ce soit Plumlee ou Ighodaro derrière Nurkic, et peut-être bah, Dunn ou Okogie en fonction de s'ils jouent, mais bah, nos meneurs savent tirer, nos 3 stars savent très bien tirer, on a des bons shooters en plus en sortie de banc aussi, et surtout que enfin, je vois que les joueurs qui n'ont pas forcément ce tir très efficace ont quand même la possibilité d'apporter euh, dans l'attaque, et notamment pour libérer les shooters. Donc notamment, bah là on l'a beaucoup vu, Ighodaro par exemple, ça m'a vraiment marqué sur la première rencontre où j'ai vu bah, plusieurs fois où bah, en fait rien qu'avec un seul écran, il est capable de libérer notre Grayson Allen pardon, ou autre, puisque Nurkic aussi est bah, juste l'un des meilleurs de la ligue pour ça. Donc même si le peu de joueurs qui ne savent pas tirer, entre guillemets, c'est encore une fois très exagéré, bah, en fait, peuvent créer des tirs pour les autres. Et c'est surtout ça que j'ai retenu et qui me plaît.
D'autant plus maintenant avec des meneurs gestionnaires que sont Terry Jones et Monte Morris, en fait, ils ont la possibilité de donner le ballon, enfin limite, euh, pour une des stars notamment ou pour nos shooters en bonne situation, en bonne condition pour tirer un tir ouvert, machin. Donc ça permet d'augmenter le volume sans, oui, forcément trop de d'isolation ou juste voilà, Kevin Durant va s'élever à 3 points comme il est capable de le faire. On va pas lui demander d'abuser sur ça. Et je pense que tout le système de jeu peut être mis en place pour augmenter tranquillement le nombre de tirs à 3 points sans réellement forcer non plus et avec des tirs qui sont en plus dans de bonnes conditions la plupart du temps. C'est comme ça que je vois la chose. Je sais pas, vous, peut-être Greg, si t'as d'autres Bah, choses moi, je suis d sur ça. moi, je suis d'accord avec toi, hein. La liste, elle est vite faite, hein. Monte Morris, Tyus Jones, ça shoot. Mm. Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, comme tu l'as dit, ça shoot. Donc là, on est déjà à 5 joueurs qui shootent sur, grosso modo, on a dit, il faut une rotation de maximum 10 joueurs pour aller au playoff et réduire à 7-8. Bol, ça shoot. Qui on a Royce O'Neal, Grayson Allen, ça shoot. On est Ça fait déjà à déjà. 8 joueurs qui shootent, mais on n'est pas à des joueurs qui shootent genre, ils sont à 35%. Ouais, c'est 38-39 quoi. Des joueurs qui shootent, vraiment, c'est des shooters, quoi. Damian Lee, Donc, si jamais. tu as Damian Lee, ça fait 9. Et après, effectivement, dans la rotation, tu as Youssouf Nourkic, Ozo Ighodaro, Ryan Plumlee. Dunn et Plumlee qui ne shootent pas. Et tu peux rajouter effectivement Josh Okogie. Josh Okogie, mais je garde toujours le meilleur pour la fin, Rod. Et même en cas de blessure d'un meneur, Colin Gillespie qui peut shooter Ouais. à Et puis, un pourcentage ouais, autour des 36-37%. Je pense qu'on c'est a ça. ouais, plus de 10 shooters Les au-delà de ces trois- 36-37%. C'est ça, en fait, les trois meneurs, donc Gillespie, c'est encore un jeune, plutôt un profil G League et tout machin, mais c'est vrai, clairement, pour Jones et pour Maurice, on est sur des joueurs qui sont pas des spécialistes du tout, mais qui sont par contre des shooters fiables et des shooters un peu réguliers, c'est-à-dire que c'est pas des gros volumes, mais c'est des mecs qui vont prendre entre 3 et 4 tirs à 3 points par match de moyenne sur la saison, avec des pourcentages vraiment très corrects. Donc effectivement, dans la perspective d'un spacing général, c'est des joueurs qui s'intègrent parfaitement, en fait, il n'y a aucun souci là-dessus, d'autant plus, effectivement, comme on l'a dit, que c'est des initiateurs, mais c'est pas forcément des créateurs de décalage. Donc effectivement, dans une perspective où c'est plus un drive de Bill ou un machin, ils peuvent tout à fait jouer le spacing et aller se mettre dans un corner ou quoi que ce soit. Donc en fait, oui, moi je suis assez d'accord sur l'effectif d'une manière générale. On n'a pas que des shooters d'élite, mais on a beaucoup de shooters fiables et on a de quoi appliquer ce plan de jeu-là, en tout cas sur la durée, quoi, à mon avis, et même en fonction des blessures, comme tu l'as très bien dit, Malo. Là où l'année dernière, on n'avait pas forcément, par exemple. C'est clair. En tout cas, ça Moins. manquait un peu. Alors, le problème, c'est sur Gordon, par exemple, on avait cette espèce de volume-là. Alors, ça dépendait des moments. Il y avait des moments où c'était plus ou moins efficace, mais c'est vrai qu'on a vu que sur tous les fameux contrats minimum qu'on avait chopés, on attendait beaucoup de choses. Et en fait, c'est vrai que là-dessus, on a eu moins de. Enfin, on a Voilà. plus de certitude cette saison, quoi, je pense. Sans doute, sans doute. Donc après, on verra bien aussi sur On peut se l'ensemble, hein. tromper, hein, mais C'est ça, c'est ça. Et puis c'est comment vont s'intégrer les joueurs à ce système-là. Est-ce qu'ils vont être dans une saison plutôt en réussite? Effectivement, on parlait de Grayson Allen. Ça va être difficile quand même de faire aussi bien que la saison dernière en termes de pourcentage global. Faut voir ce que ça peut donner pour des joueurs comme Royce O'Neal. Pareil pour Bill qui avait fait une saison exceptionnelle à 3 points l'année dernière. Ça va être un petit peu moins. Mais l'important, j'ai envie de dire, c'est même pas vraiment le pourcentage, c'est vraiment plus le volume, c'est ce qu'on disait au début, quoi. Si tu arrives à augmenter significativement en tant qu'équipe ton volume de tir à 3 points, finalement, même en perdant 1 ou 2 pourcentages, en étant à peu près à la moyenne de la ligue, tu seras gagnant, en fait, quoi. Ouais, Ça, c'est c'est ça. quand même. Mais c'est le pari de Mazzula l'an dernier à Boston et c'est un pari qui a payé. Donc après, est-ce que le pari va payer dans d'autres équipes? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Et puis pour faire un petit point, un petit parallèle avec les équipes de Budenholzer dans l'histoire, Mhm. que ce soit ces Hawks sur les belles années ou c'est les Bucks de l'équipe titrée, à chaque fois, on est dans le top 8 du volume de shoot à 3 points. Donc, alors, le volume brut, c'est-à-dire le nombre de shoot est très différent parce que ce sont des époques différentes. Alors, sur les Bucks, c'est à 36. Donc, c'est 6 tentatives de moins encore que Boston l'an dernier, mais Boston, c'est record. Et sur les Hawks, on est à 26. Mais c'est à 26 dans une NBA qui a déjà 15 ans. Hein. Donc, Tout à fait. la pace n'était pas la même. Disons, la propension à shooter à 3 points n'était pas la même, etc. Mais aujourd'hui. Commencer tout juste à préchauffer, quoi. Ouais, exactement. Mais aujourd'hui, clairement, l'attitude de Bud vis-à-vis du 3 points ne sort pas de nulle part. Et s'il a eu toutes ses équipes dans le top 7, 8 du volume à 3 points, c'est que c'est dans son calcul. Donc, moi, je suis juste content que ce calcul arrive aux Suns
Et par contre, effectivement, je le redis, il faudra moins surveiller les attitudes des joueurs sur le terrain avec l'eye test que les statistiques une fois les matchs passés, parce qu'à mon avis, ça va se jouer dans les chiffres davantage que Oui. que dans ce qu'on va voir à l'écran, quoi. Ouais, tout à fait. C'est une précaution importante, Ouais, effectivement. non, mais c'est Pour nos important parce que frustrations à venir, c'est ça. Moi, le premier l'an dernier, j'étais frustré de voir les mecs tout le temps. Tu as l'impression à chaque fois, le pull-up, tu vois, comme dit Tom, one dribble pull-up, et à chaque fois, c'est mid-range, etc. Et en fait, si les mecs shootent juste une fois chacun de plus à 3 points, on est bon. Donc, écoute, moi, je vais ranger ma frustration et suivre les statistiques sur ce sujet. Alors, autre sujet en attaque qui est intimement lié évidemment à la notion de spacing, c'est celui des drives. On sait que voilà, c'est quelque chose qui est en question, on va dire, dans le jeu des Suns depuis un moment déjà, en tout cas qui a été en question toute la saison dernière, parce que en termes de volume, on avait l'impression, en tout cas là c'est plus une impression visuelle, j'ai pas vérifié les chiffres collectifs, mais qu'on était une équipe qui ne dravait pas assez, notamment par rapport au fait que on avait en Booker et Bill des joueurs assez percutants et performants dans ce domaine-là. La question c'est comment ça va s'articuler cette saison de ce point de vue-là. Logiquement, plus de spacing, donc logiquement plus d'ouverture à l'intérieur. Comme tu l'as dit, Malo, on a des joueurs qui sont des bons poseurs d'écran pour ouvrir des lignes aussi par rapport à ça. Comment est-ce que vous voyez les choses? Peut-être, Greg, tu vas commencer sur ce point-là. Ben, une des déclarations de Budenholzer à l'époque où il était à la tête des Bucks, il avait dit à The Athletic, plus tu es efficace sur tes shoots de loin, plus tu t'ouvres le terrain. Et évidemment, aux Bucks, il avait un driver absolument élite en la personne de Giannis Antetokounmpo. Bon, on n'a pas Giannis dans l'équipe, mais on a quand même des drivers qui sont plutôt bons, et à savoir notamment Bradley Beal et Devin Booker. Donc je pense qu'effectivement, l'augmentation du volume à 3 points, tu l'as très bien dit en introduction de cette partie du pod, mais ça va jouer sur la qualité des drives et le volume des drives aussi. Et l'objectif étant finalement de mieux équilibrer la shot chart générale de l'équipe avec moins de mid-range et davantage de shoot pris soit au drive au cercle, soit à 3 points. Moi, j'espère vraiment qu'on va retrouver cette année un Devin Booker agressif au drive et surtout un Bradley Beal à la hauteur du talent qu'il avait pour ce type d'action quand il était à Washington, clairement. C'est mon objectif de vie. Aussi simple que ça. Donc, pour donner cet élément chiffré là que je n'avais pas juste avant, parce que je suis allé le chercher pendant que tu parlais, Greg, Ouais. on était effectivement dans le dernier tiers de NBA en termes de drive par match la saison dernière. Au niveau d'équipe, finalement, assez proche de nous aussi en termes de victoire, comme les Clippers ou les Mavs. Alors, les Mavs, ok, mais par contre, ils ont un driver vraiment élite en la personne de Luka Doncic, qui est un des joueurs qui en prend le plus, enfin, qui en fait le plus par match en NBA. Peut-être qu'il faut qu'on arrive effectivement à trouver peut-être de la spécialisation, et notamment autour du profil de Bradley Beal. Comment tu vois les choses, toi, Malo, sur cette Clairement, question j'espère retrouver les Bradley Beal et Booker qui sont vraiment capables d'aller driver, enfin qui en plus efficacement. Kevin Durant est capable de le faire aussi, mais on en a déjà parlé lors du dernier épisode, je crois, ou l'avant-dernier, qu'il le fait moins parce que peut-être peur d'aller au contact ou que sais-je. Mais on a beaucoup de joueurs qui sont capables dedans. J'ajouterais Bol Bol aussi à la liste, qui tourne. Je viens de regarder justement, il tourne à près de 90% d'efficacité au cercle. Après, c'est pas que les drives, mais en plus avec son gabarit, c'est un peu difficile de l'arrêter en fait dès qu'il commence à driver. Dès que c'est un petit peu ouvert devant lui, il est tellement long et grand que c'est juste compliqué de le stopper en fait. Mais je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant, et je vais rajouter aussi dans ce processus un peu de drive aussi, mais en fait les écrans, notamment les rôles de nos intérieurs ou la gestion qu'on fait. On a maintenant aussi des très bons joueurs de pick and roll. Tyus Jones et Monte Morris le font très bien. Tyus Jones particulièrement, en tout cas c'est ce que j'ai vu à chaque fois que je le regardais. Et Nurkic, c'est pas le meilleur pour ça, mais par exemple, Iguodala a montré de très belles choses sur ça contre les Lakers, avec à chaque fois de très bons rôles, et Tyus Jones qui arrive à bien le servir. Et ça rentre aussi, mine de rien, dans le fait de drive, parce que ça permet d'avoir des joueurs lancés au panier, et aussi, je vais inclure dans ça les cuts, avec quelques joueurs qui sont capables, et notamment les non-shooters, potentiellement de la rotation. Okogie, Dunn le font très bien. Allen le fait bien aussi, et avec des joueurs comme Jones ou Morris qui peuvent faire ces passes-là. Nurkic aussi est capable de le faire, par exemple.
bah, ça peut permettre d'accéder au panier, on va dire facilement, mais surtout avec un jeu qui est très élargi, bah, il peut avoir beaucoup d'espace dans la défense. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. J'espère que notamment Booker et Bill vont vraiment beaucoup plus aller au panier. Enfin, surtout Booker, par exemple. C'est vraiment comme ça que j'aime énormément le joueur. Mais c'est vrai que je vois aussi beaucoup plus d'aspects à côté, beaucoup plus de cartes qui sont possibles, notamment avec l'arrivée de nos deux meneurs, cette année, quoi. Bah, je suis vraiment complètement d'accord et enfin moi j'allais parler de ça en fait dans le sens où ça change beaucoup de choses ne serait-ce que dans l'organisation. On sait donc maintenant il l'a dit, enfin Bud l'a dit au cours du Media Day que l'objectif c'est de faire démarrer Tyus Jones en meneur la saison quoi. Et effectivement, bah, par rapport à l'année dernière, donc on avait Bill Booker, Grayson Allen, là on a donc Tyus Jones, Bill et Booker dans le 5 de départ et qui vont être donc des créateurs, tous les trois vont se partager la création. En gros, c'est comme ça que c'est prévu. Et on est sur 3 joueurs qui sont quand même assez de base assez forts dans ce domaine-là, plus que Grayson Allen, quoi qu'il arrive de toute façon. Et effectivement, Tyus Jones, si on prend l'exemple de la saison dernière, j'ai regardé ça tout à l'heure, je crois que c'est 7 drives par match, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça, 7 drives par match la saison dernière. Alors, c'est pas un énorme volume, hein, effectivement, on n'est pas sur un meneur perforateur qui garde la gonfle, mais de toute façon, on sait que son profil, il est, voilà, c'est pas le, il va être porteur de balle principal, évidemment, à l'initiation, mais globalement, sur le temps de possession de balle, ce sera pas le joueur qui aura l'usage principal, quoi, c'est évident. Oui, c'est ça, il lâche Mais la balle à 15 secondes, quoi. c'est ça. Mais il peut quand même apporter cette dimension-là, en tout cas avec beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus comment dire, Côté, ouais. bah Et de enfin, rythme. en tout cas de régularité, de le faire plus souvent, en tout cas que Grayson Allen, encore une fois, qu'il a fait sur certaines phases de la saison dernière, notamment pour attaquer les close-out et tout machin, mais dont c'est pas le jeu de base en fait. Et Tyus Oui, Jones, puis c'est ça permet, je te coupe, ouais, d'aussi trouver bah, Booker ou Bill parfois lancé, enfin en tout cas un peu plus libéré. C'est pas par exemple Booker qui remonte la balle et qui doit après initier l'attaque. Enfin, c'est aussi clairement. plein de petits détails comme ça qui, je pense, vont vraiment aider surtout dans ce domaine-là d'attaque du panier. Au-delà du 3 points lui-même, je pense que ça va être surtout là qu'on va voir l'apport de nos deux meneurs qui ont le profil en tout cas idéal pour ça, de bah, prendre le ballon pour les 10 premières secondes de possession et après se rendre utile pendant la possession, quoi. C'est ça, Quand ils ne exactement. l'ont Tu pas. peux adapter plein de systèmes. Tu peux peut-être imaginer aussi, justement, on reparle des Celtics parce que c'est vrai que c'était quand même assez performant, mais le côté de mettre ce petit-là là, dans le Dunker Sport, dans le Mm. Dunker Sport, pardon, justement dans une espèce de contrebalancement des options et tout par rapport à ce qui est attendu normalement par la défense. Donc effectivement, il y a beaucoup d'options qui vont être rendues possibles par l'arrivée de ces deux meneurs là dans l'effectif. Tu fais bien de citer aussi Montemoris qui a évidemment un rôle à jouer là-dedans. Et moi vraiment c'est là-dessus en fait, c'est sur l'organisation, l'initiation du jeu et le dynamisme que j'attends le plus de modifications en attaque évidemment par rapport à ces arrivées-là, et notamment ces 2 arrivées-là des meneurs. Et c'est, voilà, vous le savez, auditeur de Valium, ça fait des mois et des mois que moi j'avais un problème avec le fait qu'il n'y ait pas de véritable meneur de métier dans cet effectif-là. Peut-être qu'effectivement j'étais un peu trop marqué par la période Chris Paul et le fait que ça collait très bien avec le jeu de Devin Booker. Donc du coup, à la fois je suis soulagé et à la fois je suis très curieux de voir un peu ce que ça peut donner en termes de perspective sur le terrain, parce que pour moi ça peut ouvrir beaucoup de choses effectivement dans le jeu des Suns. Cette option-là en plus, comme tu dis, qui est doublée avec le fait qu'il y ait Montemoris en plus de Tyus Jones. Donc c'est très intéressant. Greg, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur cette question des drives et plus généralement sur l'attaque des Suns? Non, je pense que ça va, alors j'ai deux trucs, ouais. Le 1er, c'est que pour moi, ça va reposer sur, 2 des 3 stars. Ça va reposer particulièrement sur Bradley Beal et sur Devin Booker. Ouais. 2 joueurs qui, sont pas des feignants en termes de drive, hein. C'est des joueurs qui vont y aller. J'espère que Devin Booker va y aller au moins autant que Bradley Beal parce qu'il a tout pour le faire, et malheureusement, j'ai toujours été un peu frustré par le fait qu'il s'arrête quand même, souvent, hein, sur le pull-up, à mi-distance. Qui est clairement son joyau. Mais voilà, j'ai vraiment envie qu'on retrouve un Bradley Beal très agressif. Et du coup, ça dépend aussi de sa santé. Et j'ai l'impression que les Suns lui ont fait beaucoup de bien, que l'infirmerie des Suns s'en est très bien occupée et que ça va quand même mieux. Et puis ensuite, le deuxième truc que j'ai à rajouter sur l'attaque des Suns, c'est que du peu qu'on a vu contre les Lakers, et bon, c'est un match de pré-saison, les titulaires ont joué 15 minutes, donc c'est loin d'être représentatif, pardon. Mais j'ai quand même l'impression qu'un des objectifs majeurs
de Budenholzer, au-delà du fait qu'on a le 3 points et qu'on a le drive comme, disons, des orientations tactiques principales, j'ai l'impression qu'une des stratégies qui est mise en place pour que ces orientations tactiques deviennent réelles et qu'elles aient une influence sur le scoring réel, c'est de créer du décalage par des écrans de tout le monde. Et c'est un truc qu'on espérait la saison dernière, si tu te souviens, Rod, et puis Malo, je pense que ça fait écho à des discussions qu'on a eues aussi, mais on disait, ouais, basketball total, tout le monde va poser des écrans pour tout le monde. Et j'ai l'impression qu'en fait, là, on a vraiment une matérialisation de cette notion-là, de poser des écrans pour tout le monde et de basketball total, mais avec une meilleure appréhension de ce qu'on fait après les écrans. Et notamment sur des actions avec les titulaires entre, par exemple, Tyus Jones ou Ozo Ighodaro en porteur de balle, et ensuite Kevin Durant et Devin Booker qui viennent se croiser, poser des écrans en flair pour l'un et pour l'autre. On a finalement des systèmes qui sont tout de suite très efficaces dans la possession. Et j'ai l'impression que cette accélération du rythme, du mouvement, et puis cette volonté de Budenholzer qui semble afficher de si tu veux la balle, pose d'abord un écran, c'est-à-dire si tu veux la balle, assure-toi de créer d'abord un décalage. Ça, c'est des trucs qui me plaisent bien en tant que fan de basket et en tant que fan de beau jeu, parce qu'il y a une notion quand même de ok, les mecs sont forts, ok, on a Devin Booker, on a Bradley Beal et on a Kevin Durant. Ok, les mecs, ils peuvent mettre des paniers sur la truffe de n'importe quel défenseur NBA. Mais crée le décalage d'abord, parce que si toi, tu prends pas le shoot, ton kick-out va être beaucoup plus efficace. Et ça, c'est vachement, vachement important, parce que le kick-out, c'était une des armes principales du jeu de Budenholzer aux Bucks, ce qui faisait que Giannis avait un tel rayonnement dans la ligue, parce qu'il avait vraiment des chiffres sur les points générés en kick-out qui étaient, je crois, 5 à 6 fois supérieurs par rapport au second de la ligue derrière lui, qui était à l'époque, en 2019 en tout cas, Blake Griffin par exemple, et en troisième, on avait Luka Doncic. Et du coup, moi, c'est ça que j'ai envie de voir, c'est les joueurs qui vont se projeter dans je pose un écran parce que je vais créer le décalage qui va faire en sorte que quand je vais récupérer la balle, mes choix seront plus faciles. Que je choisisse de scorer ou que je choisisse de faire un kick-out, le décalage aura déjà été fait dans la défense. Du coup, en fait, tu fais reposer un décalage que des fois on met sur les épaules d'un joueur, tu le fais reposer sur une organisation tactique. Et forcément, tes joueurs vont être davantage en mouvement, c'est moins énergivore pour eux, donc tu auras plus d'efforts en défense. Pour moi, c'est hyper vertueux. Et les quelques actions qui m'ont montré ça hier ou avant-hier face aux Lakers, j'étais vraiment très content de les voir et j'espère que ça va devenir un réflexe dans l'effectif, quoi. Ouais, là où c'est intéressant, c'est que ça rejoint un peu la quête d'un rendement plus efficace, plus efficient, même on peut le dire, d'une manière générale. C'est-à-dire que effectivement, arriver à une production offensive au moins au niveau et sans doute supérieure à la saison dernière, en ayant un jeu peut-être un peu plus simple, en tout cas sur le papier, c'est-à-dire voilà, des options plus simples où tu as moins besoin de te prendre la tête à savoir ce que tu dois faire. En fait, tu as des plans de jeu et des options qui sont assez claires sur chaque drive et tout. Donc ouais, non, c'est vrai que en tout cas, c'est alléchant sur le papier, il faudra voir ce que ça donne. Ce qui semble, et là pour le coup, on est tous les trois un peu d'accord, il semble en tout cas, vu la discussion qu'on vient d'avoir, c'est qu'en termes de personnel, on a à peu près ce qu'il faut pour appliquer ça, d'autant plus qu'il y a aussi la notion de faire circuler le ballon et le fait que tous ces joueurs-là, en tout cas de la part des joueurs qui sont appelés à avoir des grosses minutes dans l'effectif, sont plutôt des bons passeurs. Donc ça aussi, ça s'imbrique bien, on va dire, dans le projet, quoi. Donc effectivement, il y a un côté, normalement, si tout se goupille bien, c'est voilà, le casting est bon pour appliquer ce plan de jeu-là qui, en tout cas sur le papier, est évidemment très prometteur. Messieurs, on va passer peut-être à l'autre côté du terrain qui est forcément un peu plus inquiétant, qu'il était déjà l'année dernière. Et avant ça, peut-être en guise de transition, je voulais faire une petite pause, un petit tunnel même, hein. Vous pouvez vous caler, boire un peu votre café, parce que je vais vous présenter un peu notre nouveau coaching staff, parce qu'au final on n'en a pas parlé beaucoup pour C'est l'instant dans Valley Hoop, mais on a quasiment intégralement changé le coaching staff par rapport à la saison dernière et à ce qui à tous les assistants de Frank Vogel. En fait, il y a un seul assistant de Frank Vogel qui a gardé sa place, c'est David Fisdale, que certains connaissent bien parce que voilà, il a un passé en tant que head coach en NBA, un long passé en tant qu'assistant également. Alors, c'est vrai que c'est assez particulier parce que du coup, ça fait un truc qui correspond en fait à presque un copier-coller de la saison précédente où dans le staff de Monty Williams, tout le monde était parti sauf Kevin Young, et du coup Kevin Young était devenu l'assistant principal. L'idée c'est pas forcément pour le coup que Fisdale devienne l'assistant principal de Bud, mais en tout cas il a été conservé pour des raisons
enfin voilà, qui semble être plutôt de gestion et de rapport avec l'effectif, de communication avec l'effectif. Il est assez bien vu apparemment par beaucoup de joueurs dans le roster, des joueurs importants et des joueurs moins importants. En fait, apparemment, notamment, Bol Bol a cité Fisdale comme vraiment l'un des grands artisans de son excellente saison la saison dernière. Donc il y a un côté là-dessus aussi, c'est un bon encadrant, on va dire, notamment pour les joueurs qui ont peut-être moins de temps de jeu. Il arrive bien à gérer ça. Alors, moi, par rapport à la période Monty, c'est quand même difficile de faire mieux parce que Monty était quand même le roi. Monty ou son staff, je sais pas qui s'occupait de ça dans l'effectif, mais c'était impressionnant à quel point il arrivait à mobiliser des joueurs qui n'avaient pas joué depuis 2 mois et à en faire des tueurs sur 5 matchs parce qu'il y en avait besoin à ce moment-là. Ça a été moins le cas l'année dernière, mais c'est vrai qu'effectivement, dans le cas de Bol Bol, par exemple, on peut se dire que c'est quand même assez concluant ce qui s'est passé à ce niveau-là. Donc pour présenter un peu les nouveaux, ceux qui rejoignent donc le coaching staff, il y a quand même pas mal de noms qui sont arrivés et on va peut-être les présenter un peu de cette manière-là. Et beaucoup d'anciens assistants de Mike Budenholzer, notamment donc celui qui devrait être son assistant principal, Vince Legarza, qui est l'homme qui a coaché les Suns en Summer League notamment. Qui a un profil un peu classique en NBA. Il a commencé en étant coordinateur vidéo, puis il a fait du développement de joueurs et tout. Il est monté petit à petit dans les échelons. Il a été assistant de Snyder au Jazz, donc pendant la grosse période de Quinn Snyder au Jazz, puis de Bud là sur la dernière saison aux Bucks, donc avant que Budenholzer prenne son année sabbatique, et donc il revient dans ce rôle-là là aux Suns. On peut penser que ce sera a priori le premier relais de Bud. Il a notamment dit que lui, il était là pour penser à toutes les choses qui pourraient faciliter le travail de son head coach. Et donc vraiment, il y a ce côté-là, il va être le prolongement un peu de Bud. Dans les autres assistants donc qui avaient déjà bossé avec lui, on peut citer donc Chad Forcier, qui a été donc lui c'est un vieux de la vieille en NBA, qui était passé par San Antonio, donc il vient de l'école pop comme Budenholzer. Il a suivi Bud aux Bucks, il a passé 4 saisons avec lui, dont la saison du titre évidemment en 2020-2021. Un autre qui est dans ce cas-là et qui a fait le titre, enfin la saison du titre avec Budenholzer aux Bucks, c'est Skyler Rimmer, qui est plus un coach spécialisé, on va dire, dans le player development et qui est avec Bud depuis 2018, je crois 2017, donc ça fait vraiment très longtemps. Un autre assistant qui était également dans ce staff-là, c'est Jason Allen, qui était lui vraiment, on va dire, dans les coulisses à l'époque du titre et qui a pris une place plus importante après, notamment dans le player development sur la fin du mandat de Bud aux Bucks. Donc effectivement, on a ces quatre assistants-là qui sont vraiment des fidèles, on va dire, et des mecs de confiance, on va dire, pour Budenholzer. Donc on peut penser qu'ils sont, c'est un peu une équipe un peu soudée et que ça avance un peu toujours dans le même sens depuis des années, et que donc du coup il y aura pas trop de friture sur la ligne. On a aussi quelques anciens joueurs que les anciens fans de NBA connaîtront forcément. Je m'adresse à toi Greg, mais peut-être aussi à toi Malo, qui ont rejoint le coaching staff des Suns. Donc Brent Barry, qui est connu notamment pour être le fils de la légende des Warriors, Rick Barry, mais qui a été aussi un shooter assez régulier pendant des années aux Spurs notamment, qui a été titré je crois d'ailleurs avec les Spurs plusieurs fois même, et c'est possible, qui est ensuite passé dans le front office des Spurs, donc plutôt côté front office, donc GM et tout ce qui s'ensuit, et qui se rapproche là du terrain pour la première fois du coup dans ce coaching staff des Suns. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire. On l'a beaucoup vu là, je sais pas si vous avez regardé un peu moi j'ai pas regardé donc le match contre les Lakers, mais j'ai vu pas mal d'images des sessions d'entraînement et tout, et on l'a pas mal vu en action, on va dire, bosser avec les joueurs de l'effectif. On a aussi James Posey, qui est un ancien joueur des Cavs notamment. Oui, sur la fin de sa carrière au Cavs, mais qui a été titré avant ça en tant que backup au Heat et aux Celtics. Et il a été titré un grand nombre de fois avec moi dans Touquet. C'est un de mes chouchous, je l'adore. qui avait un peu disparu de la circulation. Alors il a fini sa carrière donc aux Cavs. Il a ensuite été assistant coach aux Cavs sur la deuxième période LeBron, on va dire. Donc il a connu le titre de 2016. Il était un peu sorti de la NBA depuis. Et là il est revenu et il était dans le staff des Wizards la saison dernière, donc il bossait avec Tyus Jones l'année dernière pour prendre cet exemple-là, et on sait pas trop là pour l'instant encore quelles vont être ses attributions. Enfin en tout cas moi j'ai pas trouvé exactement quelles allaient être ses attributions dans le staff, mais en tout cas il est là, il aura un rôle à jouer, notamment effectivement dans ce secteur-là offensif.
Côté défensif, et c'est peut-être le seul, c'est d'ailleurs même le seul de nos nouvelles recrues du coaching staff qui n'a aucune référence en passé en NBA, Mike Hopkins. Alors, aucune référence passée en NBA, mais par contre, c'est un ancien, et c'est un ancien avec d'énormes références, puisqu'il a passé plus de 20 ans, presque 30 ans, dans le basket universitaire en NCAA. C'est vraiment une référence, hein. Il a été assistant de Jim Boeheim à Syracuse pendant plus de 20 ans, ouais, pendant 22 ans, j'avais noté ça. Il a ensuite pris un poste de head coach à la fac de Washington, et lui, il a été élu 2 fois coach of the year de la Pac-12, donc c'est vraiment, qui est la division de la, donc Washington, c'est l'état de Washington, donc à l'ouest, côté, Seattle et tout. Il a été donc 2 fois coach de l'année dans cette division qui est quand même assez relevée, donc c'est pas mal. Et au-delà de ça, il a vraiment une identité. Il a été notamment dans le staff de Team USA pour ça, pour apporter ça, une identité vraiment de coach défensif. Il a développé ça notamment, donc il avait ce rôle-là dans le coaching staff de Jim Boeheim à Syracuse, mais derrière, à Washington, il a encore plus développé ça, et il s'est presque fait une spécialité de développer des prospects défensifs. On peut citer comme nom de joueurs qui est passé par chez lui, Matisse Thybulle et Jaden McDaniels. Là, récemment, c'est pas mal quand même. C'est correct. Ah, mais je Donc, suis content effectivement, que tu parles de ça parce que je suis content que tu parles de ça. C'est un tunnel très instructif pour le coup, mais j'avais aussi repéré ça et effectivement, ça donne beaucoup de sens parce qu'il est arrivé avant la draft. Ça donne beaucoup de sens au au choix qui a recrutement été fait à la de. draft. Exactement, On va en exactement. parler Je te juste laisse après. Alors, continuer parce juste, que c'est passionnant. Je alors, en broche tout cas, tes je finis paroles. sur Mike Hopkins, qui est donc le dernier Ouais, gros ajout. Donc lui, effectivement, à la fois, c'est celui qui a le moins de repères et d'expérience en NBA, à la fois par rapport donc à la NBA, à son fonctionnement, mais aussi par rapport à Budenholzer. C'est quelqu'un vraiment qui va débarquer un peu dans cet univers-là et dans l'univers de Bud. Mais c'est quelqu'un qui a à la fois une énorme expérience, longévité, tout ce qu'on veut, ouais. quoi que ce soit, une certaine autorité par rapport à ses accomplissements, et aussi vraiment c'est peut-être le seul, on va dire, dans tout ce coaching staff-là, qui a vraiment une orientation spécifique. On ne sait pas s'il va être coordinateur de la défense en chef ou quoi que ce soit. Je ne sais pas encore une fois quelles sont les attributions qui ont été données. Mais en tout cas, clairement, il a ce profil-là de spécialiste, et c'est très intéressant dans la perspective de ce dont on va pas de la défense, parce que il y a de grosses interrogations là-dessus. Ça a été finalement l'année dernière quelque chose qui était plutôt mieux que ce qu'on attendait. On s'attendait à être une équipe middle, voire un peu middle moins en défense. On a été plutôt middle plus finalement. Mais on sait que pour être vraiment un candidat au titre en NBA, en tout cas, il y a très peu de contre-exemples récents. En fait, il y a que, je crois, les Nuggets là d'il y a 2 saisons, mais d'équipes qui sont pas dans le top 10 en défense, et qui arrivent à gagner le titre. Donc il y a vraiment une nécessité d'élever encore le niveau par rapport à la saison dernière en défense. Ma question pour vous rendre la parole, messieurs, c'est déjà, est-ce que c'est possible? Malo, qu'est-ce que t'en penses? Euh, Top 10, ça va être haut. Après, c'est possible, si tout se passe bien, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas beaucoup de blessés, si tout le monde est vraiment impliqué, et, en fonction du rôle notamment de Mike Hopkins, comme tu en as parlé. En tout cas, c'est l'objectif qu'il faut se donner, je pense. Après, voilà, pour l'instant, on en est encore loin. Bud l'a dit après le match, il est pas, enfin, en défense, on n'est pas du tout au niveau auquel il espérait et auquel on devrait être, surtout. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la gestion des pick and roll et l'accès à la raquette qui a été vraiment ouais, catastrophique, clairement. Enfin, je trouvais que les Lakers avaient une facilité à pénétrer, à rentrer proche du cercle. Et j'avais regardé, je crois que c'était après le premier quart-temps, et tu avais en fait les 2 tiers de leurs tirs presque étaient pris à côté du cercle et qui étaient tous rentrés. Donc c'était pour ça aussi qu'on était menés. Après, c'est quand même qu'un match de pré-saison. Est-ce que tout le monde se donne à 100%, tout ça, ça reste encore à voir. Mais c'est vrai qu'on en est encore loin. Après, il y aura beaucoup d'ajustements, je pense, qui devraient être faits. Mais je pense qu'on a quand même la capacité d'avoir cette tournée autour de ce top 10. Je crois qu'on était 13e, si je me trompe pas, l'année Ouais, dernière. on est autour de la Euh, 13e, 14e place, c'est ça, ça dépend des C'est en sites. fonction des c'est indicateurs, ça, effectivement. On est avec Sacramento, ouais, ça dépend des c'est ça. indicateurs et Mais si c'est ajusté ou pas. Ouais. si on peut gratter 2-3 petites places, allez, top 11-12 à la limite, je pense que c'est atteignable. On a en défense à peu près le même matos que l'année passée. Le problème, on va dire, c'est l'incorporation de Tyus Jones en défense, qui lui est plus une cible que Grayson Allen. Après, à voir aussi en fonction des rotations comment ça se passe. On a vu notamment qu'il a quand même fait des line-up sans meneur, notamment peut-être pour favoriser la défense. Peut-être aussi une rotation avec 2 intérieurs, ou
en tout cas un 4 de taille ou par exemple Kevin Durant en 5 qui peut permettre d'avoir une défense un peu mobile, enfin où on peut switch sur tous les écrans. Et donc voilà, je pense qu'on est capable, j'ai pas vraiment de clé précise pour ça. Et ça peut aussi passer par. Enfin, ouais, voilà, je pense que ça va être un peu comme la saison passée. Je vois pas trop ce qui va changer de ce côté-là. Je sais pas si Greg ou toi, Rodolphe, vous avez d'autres pistes sur ça. Bah, moi, la question que je me pose, je suis d'accord avec toi en fait. Il y a tellement d'interrogations dans l'effectif que c'est difficile de presque se concentrer sur les Suns. Mais moi, la question que j'ai presque envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment 10 équipes qui feront mieux que nous cette saison sur leur defensive rating? C'est ça en fait la question, on peut la tourner dans ce sens-là aussi. C'est est-ce qu'il y a vraiment 10 équipes? Je pense qu'il y a 10 équipes qui peuvent faire mieux que nous. Est-ce qu'elles vont faire mieux? J'en sais rien. Mais si on reprend les équipes qui étaient dans le top 10 l'an dernier, donc c'est Minnesota, Boston, Orlando, Oklahoma City, Miami, la Nouvelle-Orléans, Cleveland, New York, Denver et Houston. Je pense qu'il y a des équipes qui vont continuer dans leur excellence défensive. Minnesota, qui n'a pas perdu dans le trade pour 4, mais qui a même gagné de la défense avec Dante DiVincenzo sur les lignes arrière. On a peut-être éventuellement Oklahoma City. Alors c'est ironique quand je dis peut-être éventuellement parce que ils ont tout simplement recruté Isaiah Hartenstein et surtout Alex Caruso. Donc c'est quand même des profils C'est pas rien. sur la défense qui font du bien. L'année 2 de Chet, enfin bref. Oui, voilà, c'est ça. Ça... On a toujours Miami qui est dans le coup. Bam Adebayo, à lui tout seul, est une défense. On a les Pelicans qui ont pris des Dejounte Murray. Cleveland a changé de coach, donc peut-être que ce sera moins effectif sur la défense, d'autant plus que Evan Mobley va devoir passer un palier en attaque, donc peut-être que ça va lui tirer un peu d'énergie sur sa défense, je ne sais pas. Denver a perdu Kentavious Caldwell-Pope, donc je pense qu'ils vont aussi potentiellement baisser un petit peu de niveau défensif, et on a des grandes incertitudes comme Houston par exemple, ou les Knicks qui sont très bons sur les lignes extérieures, mais qui sont peut-être un peu plus, disons, interrogeables sur l'intérieur. Donc finalement, je ne sais pas comment on va réussir à se frayer un chemin dans ce top 10, mais tu l'as dit, Rod, si on ne se fraye pas un chemin dans ce top 10, on n'est pas à la hauteur des ambitions de Matisse Bia. Maintenant, je pense qu'on est tous les trois d'accord, les ambitions de Matisse Bia, ce n'est pas les ambitions réelles de ces Suns-là. Donc la question, en fait, c'est... Ouais, moi, j'ai pas de réponse à la question. Est-ce qu'on sera dans le top 10? Est-ce qu'on va réussir à faire du boulot? Je pense qu'on a un meilleur matos que l'an dernier. Je pense que le fait d'avoir Josh Okogie et Ryan Dunn, deux formats d'ultra défenseurs comme ça, nous permettent d'être beaucoup plus souples sur les missions défensives. Donc, si c'est sur les extérieurs, on peut envoyer les deux. Ryan Dunn peut aussi occuper le poste 5 avec KD en roamer. Voilà, il y a beaucoup de choses à tenter. D'ailleurs, on a vu contre les Lakers des minutes avec KD en 5 et Ryan Dunn en 4. Des minutes intéressantes. Youssouf Nourkic, je ne sais pas ce que ça va donner avec sa petite perte de poids, etc. Machin. Plumlee, bon, voilà, n'en parlons pas. Et Ozo n'est pas un grand défenseur intérieur. Je ne sais pas. Franchement, c'est la grande énigme. J'arrive même pas à répondre aux questions que j'ai moi-même posées dans le conducteur de cette je me suis auto-saboté, quoi. Ah, c'est une question qui n'allait pas vite répondue, quoi, j'ai envie de dire, parce que c'est même, enfin, je veux dire, Bud l'a verbalisé là après le match. Il a dit, texto, on n'est pas là où on aimerait en être au niveau de la défense, quoi. Donc effectivement, ne serait-ce que ça, c'est criant. Autant on parlait avant de l'attaque, on voit à peu près, il y a une ligne claire, on voit où on va et on est déjà un peu en train d'y être, alors que voilà, c'est que la pré-saison, donc voilà, c'est à développer, mais on sait à peu près. Voilà, là, on a une direction à cap clair, comme disait l'autre. Pardon. Le manque de sérieux, tout ça. Donc, pardon, revenons à des choses plus sérieuses. Et donc, oui, en défense, pas du tout le cas. On tâtonne pour l'instant. Enfin, il y a des tâtonnements observables qu'on a pu observer sur le terrain lors du premier jeu de la saison. On s'attend à des tâtonnements pour le début de la saison, évidemment, dans ce secteur-là. Et surtout, on n'a pas vraiment d'idée de comment ça pourrait prendre forme. Parce qu'effectivement, collectivement, alors moi, je suis d'accord qu'on a plus de munitions pour bien défendre que l'année dernière, enfin d'armes pour bien défendre que l'année dernière, notamment avec la draft de ce rookie. Même si ça reste un rookie, il y a un profil tellement impressionnant défensivement qu'on se dit qu'il peut changer des choses de ce côté-là. Je parle bien sûr de Ryan Dunn. Mais globalement, c'est vrai que c'est difficile d'envisager ce que ça peut donner.
il y a le fait qu'on y perd un peu avec Tyus Jones quand même, qui est un joueur plus petit et qui est pas connu pour être un foot de guerre en défense. Dans l'organisation globale, c'est difficile de voir quelle forme ça peut prendre par rapport à l'année dernière. C'est vrai que c'est la grande inconnue en fait. Et presque la question, pareil, question piège. Et si t'as pas la réponse, c'est bien normal, Malo. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que selon toi, cette amélioration qu'on espère en défense, elle doit plutôt viser justement un côté, comment dire, j'allais dire de line-up, c'est-à-dire plus des moments dans le match ou plus une gestion collective de la défense, des systèmes vraiment bien élaborés. Est-ce qu'il faut en gros plus compter sur des spécialistes ou sur une organisation collective, quoi? Grosse Euh, question. Non, en vrai, j'ai un peu une réponse, en tout cas, un début de réponse, même si ouais, je sais pas du tout si c'est la bonne. Mais je pense que ça peut passer et ça devrait passer pour moi. Après, je me considère pas du tout spécialiste défense NBA, loin, loin, loin de là. Mais je pense que ça peut passer Encore. par les stars, notamment les trop de stars. On l'a vu, Kevin Durant l'a été l'année dernière et c'est, je pense, une des très, très grosses raisons pour laquelle on a été 13e défense. Il a été exceptionnel de ce côté-là. Je sais plus s'il a été All Defensive Team, en tout cas, Non, il je aurait crois dû pas. l'être, ouais, mais en tout cas, il était dans les discussions, ce qui est quand même déjà très très fort en fait. Devin Booker est capable de bien défendre. On l'a vu cet été au JO, on l'a vu parfois en playoff. Est-ce qu'il va avoir cette implication défensive toute la saison? S'il l'a, bah, en fait, tout simplement un bonus pour la défense qui est non négligeable. Bradley Beal est capable aussi, on l'a vu parfois même envoyé en mission la saison passée sur des très bons attaquants, notamment Zion, qui est pourtant pas le profil auquel on pense en premier quand on évoque la défense de Bradley Beal. Donc si ces trois-là entraînent, enfin, en tout cas mettent vraiment la main à la pâte et juste sont utiles en défense en fait et permettent de limiter la défense, ça peut entraîner les autres et notamment des profils Ryan Dunn, Okogie ou peut-être Paul Ball, enfin des profils même Grayson Allen avec sa prise de poids notamment, sa prise de masse, ça peut entraîner tout le monde derrière en fait. Et autre point qui pour moi sera extrêmement important, ce sera la protection du rebond parce que mine de rien c'est un atout défensif de gêner le plus possible les tirs adverses, mais surtout d'empêcher qu'ils en aient d'autres. Et on a vu beaucoup de séquences l'année dernière où ça nous posait énormément de problèmes, et notamment contre les Wolves en playoff, ce qui a été quelque chose de très mal géré. Et donc je pense que on a peut-être pour le coup aussi plus de matos au rebond. Et là, ça peut permettre notamment dans le match avec des line-up avec deux grands, pas forcément intérieurs, mais deux grands. Je pense à Bol Bol, Igodaro qui peuvent apporter cette taille. Même Ryan Dunn aussi qui est quand même assez longiligne. C'est donc avec Kevin Durant, Lucius Nurkic qui est quand même très bon dans ce domaine, même Plumlee, ça reste solide. Donc je pense que ça va être, pour moi, ça dépendra aussi surtout de l'impact de nos stars et de la capacité à gérer le rebond. Euh, Même on sait que Booker est capable aussi de vraiment faire des matchs où il se la donne vraiment au rebond. Il peut prendre des rebonds sur des joueurs même plus grands que lui parce qu'il a quand même une bonne détente. Il a cette arme qu'il peut avoir. Voilà, et s'il peut tout simplement ne pas du tout en prendre comme il peut en prendre 6-7 par match pendant quelques semaines. Donc je pense que ce sera vraiment ouais, autour des stars d'impulser un peu cette volonté défensive. Est-ce que la mentalité aussi, on sait toujours que la défense ça aussi passe aussi par une solidarité et un esprit d'équipe qu'il n'y avait pas forcément l'année dernière. En tout cas, il y avait un décalage avec les consignes et autres. Est-ce qu'on peut avoir un peu ce groupe, cette famille, on va dire Suns un peu soudée qu'on avait avec les Valley Boys, en tout cas qu'on avait quand on allait en finale NBA? Est-ce qu'on peut retrouver ça? Ça dépend de beaucoup de choses pures, enfin entre guillemets, je pense qu'autre que défensivement pur sur le 1 contre 1, sur la gestion voilà, de tel ou tel joueur. Je pense que ça passera plus par tout un autour, en tout cas de la défense, qui peut, euh, qui peut permettre de s'améliorer, en tout cas de faire aussi bien que l'année passée avec un coach peut-être moins enfin moins fort tout simplement en défense quoi. Hmm. C'est comme ça que je vois la chose. Bah, ouais, il y a plein de choses dans ce que tu dis qui sont Ouais, c'est super ça. intéressantes.
Bah, le truc le plus marquant, et là où je suis complètement d'accord, et tu as commencé par ça et tu as un peu fini aussi par ça, c'est cette importance des stars dans ce fonctionnement défensif global. Et ne serait-ce que oui, pour générer un peu l'espèce de dynamique collective. Je parlais tout à l'heure de Mike Hopkins, donc nouvel assistant passé, enfin voilà, référence universitaire dans ce domaine-là. Évidemment, il va pouvoir apporter là-dedans. Évidemment, il va pouvoir développer Ryan Dunn, peut-être même Josh Okogie aussi, et leur permettre d'être encore plus, Oui, d'apporter des systèmes plus aussi, tout fonctionnels, simplement. d'apporter des idées, enfin, des fonctionnements et tout, défensifs, des rotations et tout, des trucs qui fonctionnent bien. Effectivement, tout ça c'est très bien, mais le problème c'est aussi une question de temps de jeu et de qui est sur le terrain, quoi. Et comme on l'a dit, en fait, dans la version qu'on imagine des Suns là en termes de rotation, t'as un 5 avec donc Tyus Jones et Yusuf Nurkic et les 3 stars qui va être souvent sur le terrain. Et ce 5 là, a priori défensivement, il fait peur si les stars sont pas au rendez-vous, quoi. Donc effectivement, il y a enfin, c'est très très important qu'il soit au niveau et qu'il soit alors ça vaut beaucoup plus pour Booker que pour Bill et Durant. C'est Mm. rare de dire ça, Ouais. mais c'est le cas. C'est très important qu'il soit beaucoup plus impliqué là-dedans, enfin encore plus impliqué, on va dire, d'une manière générale, et beaucoup plus impliqué pour Booker, parce que Booker l'année dernière, ça a été un vrai problème, effectivement. Bill et Durant, vous l'avez dit, ont été plutôt performants dans le domaine défensif globalement, même s'il y a eu des moments où c'était plus ou moins bien. Durant, sur l'ensemble de la saison régulière, c'est quand même costaud ce qu'il a produit. Bill, sur le push de fin de saison, c'était vraiment pas mal non plus. Effectivement, il y a ce côté-là. Et en fait, là où c'est rassurant, tu parlais un peu de mindset aussi, et je pense que les joueurs le savent très bien ça. Et effectivement, Booker l'avait un peu perdu de vue l'année dernière parce que il y avait les prérogatives de point book et tout machin. Enfin, il y avait un côté un peu trop, quoi. Et peut-être qu'il est mieux armé à gérer cette nécessité-là d'être autant impliqué des deux côtés du terrain cette saison, en tout cas de revenir dans l'espèce de modèle Booker qu'on avait précédemment dans l'équipe de Monty Williams. Et ne serait-ce que ça apporterait beaucoup. Et de toute façon, on a besoin de ça si on veut exister en défense, parce qu'encore une fois, cette line-up-là, Tyus Jones, Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant, Yusuf Nurkic, si le trio Bill, Booker, Durant ne performe pas vraiment bien comme il faut en défense, ça peut prendre l'eau, ça peut prendre des valises de points, quoi. Donc c'est là où c'est, enfin voilà, il y a un risque. Moi, ce qui m'inquiète un peu sur la défense, et c'est peut-être là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que globalement, j'ai pas l'impression, alors à part l'arrivée de Ryan Dunn, qu'on soit beaucoup mieux armé. On verra, hein, tu vois. Mais je sais pas, en fait, je m'inquiète de me dire, sur le côté physicalité pure, sur le côté en imposer à l'adversaire, c'est pas beaucoup mieux que l'année Ah oui, dernière, ce qu'on a là dans l'effectif. Et ça reste un problème, quoi. mais Greg, comment tu ah vois bah les choses peut-être sur ces questions? Pardon, sauf si tu voulais répondre. non, pas tout de suite, je vais attendre. Greg va Non, sûrement mais dire la même chose que moi. je sais pas ce que tu allais dire. Disons que je pense que la continuité va nous aider aussi, parce qu'en défense, c'est vachement important, comme en attaque aussi, mais en défense, c'est important. Et cette continuité, c'est celle d'abord de Bradley Beal qui est arrivé que l'été dernier, mais c'est aussi celle de Royce O'Neal qui va faire une saison complète avec nous, et de Josh Okogie qui semble être revenu. Tu t'en plaignais, Rod, de ne pas l'avoir vu en playoff l'an dernier, malgré l'absence de Grayson Allen. Et c'est quelque chose qui est réel, c'est qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui va gagner des minutes avec Mike Budenholzer. En tout cas, on peut l'imaginer. Et puis bon, Ryan Dunn. Je pense qu'on a quand même un petit écart entre la capacité défensive de l'équipe de l'an dernier et l'équipe actuelle. Je pense que ça va aussi tenir au coach, hein. Je pense que clairement, Mike Budenholzer, il a du boulot, il le sait, et ce qui est bien, c'est qu'il met tout de suite les choses sur la table. Il dit on n'est pas au niveau où on est, et on l'a vu, hein. Malo, c'était criant, tu l'as dit tout à l'heure, mais Ouais, ça m'a sauté aux yeux. ouais, tu as un pick and roll qui se lance, ou même tu as des navigations d'écran de Bill et de Booker. Les mecs, ils prennent un écran, ils sont perdus, ils ont 2 mètres de retard sur l'attaquant. Ouais. Tu vois, c'est compliqué. Oui, Quand tu vois le niveau des navigateurs d'écran chez les contenders du tier c'est 1 ça. en NBA, New York, Boston, le Thunder et Minnesota, tu as Jaden McDaniels, Alex Caruso, Derrick White, tous ces mecs, Michael Bridges ou Giannunobi, tous ces mecs, ils prennent pas d'écran. L'écran les voit passer. mais, Ouais, les mecs, ils restent au contact. Donc, nous, on ne sait pas encore si on va être une défense de switch, si on va être une défense de suivi d'écran, si on va passer devant, derrière, etc. Bon, tout ça, c'est des histoires de scouting au fil de la saison, mais il va falloir clairement le surveiller. Mais sur le match contre les Lakers, c'est manifeste, la navigation d'écran, on part avec un gros déficit. Donc, comment... Tu vois, c'est une des questions que j'ai envie de poser à Bud, si je l'avais en conférence de presse là tout de suite maintenant, c'est
Comment tu gères ce problème de navigation d'écran qui, dans le basket moderne, est quand même hyper important avec le spacing? Il faut que tu sois capable soit de faire des décisions de switch très rapides, soit de naviguer des écrans avec une tonicité et une vitesse qui est largement supérieure à ce que Bradley Beal et Devin Booker, entre autres, ont montré contre les Lakers. Donc ma réponse, c'est celle-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Rod, mais... Bah si, parce qu'encore une fois, on reste sur un truc qui est, qui est en chantier et qui va être Ouais, devoir, c'est qui un va gros devoir chantier. être réglé. Comme tu dis, en fait, la question, c'est espérons, logiquement, on devrait, voilà, ça devrait se mettre en forme progressivement, voilà, espérons que ça prenne pas trop de temps. Et moi, la dernière question, peut-être que j'ai envie de vous poser sur l'aspect global du jeu des Suns, et ça peut peut-être être effectivement une bonne manière de conclure ce point-là, c'est de se demander si cet aspect-là défensif, cet aspect-là notamment, effectivement tu l'as parlé de gestion de la poursuite, on va dire, de la navigation dans les écrans, est-ce que tu switches et tout machin. Pour l'instant, effectivement, on part sur ce 5-là. Est-ce que c'est pas cet élément-là, l'élément défensif, qui peut être le premier, ou en tout cas le plus gros facteur d'évolution, on va dire, sur cette rotation imaginée et voulue initialement par Bud? Alors voilà, je vais pas ressortir la pancarte Bill 6e homme et tout, mais je veux dire, il y a quand même peut-être une question qui se pose là-dessus, c'est-à-dire est-ce que par la force des choses, on va pas être obligé à un moment d'ajouter un peu plus de profil défensif, de taille, je sais pas, mais dans un 5 majeur par rapport à ces questions-là. Oh, Vous me disiez coquin. quoi, Ah, le bah, coquin. finissez là-dessus, messieurs. Quelles sont tes idées, Rod? J'ai envie Jusqu'au bout. de rebondir à ta question en te posant une question. Moi, typiquement, alors voilà, sans aller jusqu'à la propagande de Josh parce que bah, c'est un peu too much, mais j'avais parlé de mettre Royce O'Neal dans le 5 pour ajouter de la taille et pour sécuriser un peu le truc. Alors, c'est pas forcément le meilleur navigateur d'écran qui existe, mais par contre, il est quand même un peu plus performant et un peu plus habitué à ces missions-là que des joueurs comme Bill ou Booker. Moi, c'est aussi sur la question de la physicalité dont je parlais avant, de la protection de cercle, toutes ces choses-là. Moi, j'ai besoin d'avoir plus de viande, quoi, notamment dans le 5 de départ. Ça va avec l'idée, voilà, ressorte la pancarte, mais que pour moi, Bill serait beaucoup plus intéressant dans cet effectif-là en sortie de banc, malgré son contrat démesuré, quoi. Et ça veut pas dire qu'il finira pas les matchs, quoi. Donc en plus, tu vois, ça veut dire que tu peux aussi trouver plus facilement des options avec justement du small ball avec Kevin Durant en 5 ou Ryan Dunn. En fait, j'ai l'impression que en décalant le problème, c'est-à-dire en repoussant le problème et en se disant bon, attends, on va mettre un peu plus de taille dans le 5 majeur, bah du coup, tu t'ouvres plus tes options en termes de rotation derrière. C'est mon impression, évidemment, je suis pas du tout coach NBA, donc ce sera sans doute démenti par ce qui va se passer, mais voilà, comment vous voyez les choses, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Bah, pour le coup, moi j'ai un peu plus d'optimisme que toi, pour une fois. Non, mais parce qu'en fait, bah, avec à peu près le même matériel, parce que même si bah, Grayson Allen est plus grand, plus physique que Tyus Jones, c'est pas non plus 20 cm d'écart et 40 kilos. Bon, cette année aussi, les 40 kilos, mais, mais en tout cas, on a été capable d'être une bonne défense par moment. Je crois que c'était en janvier ou février, je sais plus, mais il y a une série d'une dizaine, quinzaine de matchs où on a commencé à bien performer, où on a enchaîné pas mal de matchs sous les 100 points, ou en tout cas sous les 110 points. Même si c'était moins performant en attaque aussi. Enfin, on a été capable d'être une bonne défense. Tu peux être très bonne défense quoi, mais d'être bah, dans cette zone justement de la 10e place, avec un matériel bah, qui en soi n'a pas réellement changé. Et juste pour le point de la rotation, c'est possible que ça change. En tout cas, enfin, c'est pour moi la seule raison qui pourrait faire que ce 5 établi change en cours de saison, c'est bah, la défense, tout simplement. Parce que l'attaque, je vois pas trop de problèmes là-dessus. Et je vois pas ce qui pourrait l'améliorer en tout cas. Enfin, bref, mais c'est que bah, je pense qu'en fait on va vite venir à ce système où on va lâcher un peu ces trois arrières titulaires. C'est bah, qu'en fait avec les rotations on va vite retourner sur un schéma où on a tout le temps un plus grand à la place de Bill Booker par exemple. Je reviens sur l'idée que j'avais de au-delà de le mettre en 6e homme. En fait je pense qu'il va avoir Bradley Beal plus ce rôle avec le banc, même s'il part titulaire et qu'il finira les matchs. C'est notamment bah, lui qui est le rentré en premier contre les Lakers en début de second quart-temps. C'était la première option, il avait la main libre sur le jeu et ça s'est très bien passé. Enfin, vraiment, même si ça rentrait pas forcément, l'adresse n'était pas forcément là. J'ai vraiment bien aimé son passage et j'ai vu d'autres gens en parler, notamment sur Twitter. Donc, je pense que ça peut être au-delà de changer le 5 de départ, ça passera plus par le jeu des rotations et qui pourra un peu entraîner ce que tu dis, enfin rejoindre un peu ce que tu dis de amener un peu de taille, un peu de densité ou bon bah
au bout de 4 minutes, Bradley Beal est remplacé par Royce O'Neal ou Grayson Allen. Je pense que ça peut passer par ça, en tout cas. Je sais pas si, Greg, tu vois Non, autre mais chose moi, Oui, ou quoi? oui, mais moi, en tout cas, t'as raison, effectivement, en nuançant mon. Oui, c'est ça. Mais je te rejoins quand même dans le fait de, oui, c'est sûr, d'ajouter de la taille tôt ou tard dans la rencontre, quoi. En tout cas, bah, effectivement, c'est comme ça que ça risque de se Surtout que, goupiller au début. enfin, Effectivement, les ajustements défensifs vont se baser sur ça. peut-être le plan aussi, c'est tout simplement de partir tambour battant en attaque et en fait, au bout de 5 minutes, t'es déjà à 15-20 points et bon, bah, même si t'en prends beaucoup, tu pars avec un Ouais, avantage. Après, enfin là, c'est aussi, juste ça le fait dépendra que des matchs, hein. l'adversaire va rater des tirs te met en bonne position. Effectivement, ça peut être un plan de jeu aussi. Bon, pour ça, il faut être vraiment très très performant en attaque. C'est On va ça. voir, effectivement. En On va voir fait, ce que ça pour moi, c'est ce qui ressort un peu de la stratégie adoptée en termes de minutage et de rotation et de staggering des minutes par Budenholzer contre les Lakers hier. Il faudra que ça se confirme évidemment pendant la saison, mais il y a l'idée, tu l'as dit Malo, que Bradley Beal a été projeté assez vite en dehors de l'équipe et ramené avec les remplaçants. Et je pense qu'une des idées, c'est qu'effectivement, on score avec l'équipe première et qu'ensuite, avec les rotations, on soit capable non seulement De de gêner cadenasser un peu. défensivement, exactement, de gêner défensivement les second team adverses, mais aussi de leur imposer avec Bradley Beal un défi au scoring supérieur à la moyenne des autres options des second team. C'est-à-dire que nous, on a quand même 3 générateurs de scoring assez forts dans l'équipe, voire même très forts dans l'équipe, et d'en avoir un qui soit tout le temps avec la second team, ça nous permet quand même d'avoir, disons, un différentiel, un net rating sur les rotations où il y a moins de titulaires, qui théoriquement devrait être parmi les meilleurs de la ligue. Et je pense que c'est un des plans de Mike Budenholzer pour résoudre les équations qui sont insolvables à ce jour pour la défense. Mais clairement, je pense qu'on est globalement pas super optimiste sur la défense, ou en tout cas pas autant que sur l'attaque, quoi. Bah oui, en tout cas, ce qui apparaît là avec cet effectif-là, c'est que l'attaque va devoir être un peu la locomotive, mais c'est déjà ce qu'on Ouais. disait l'année dernière. Oui, oui, Ça a oui. été le cas en partie. Et effectivement, ça va être intéressant de voir si on arrive à être vraiment plus performant, parce qu'encore une fois, les perspectives que vous dessinez, elles sont intéressantes, parce que ça peut fonctionner comme ça. Tu parlais de Bill avec la seconde unité, mais justement, ce staggering de minutes peut aussi se faire avec Booker très bien, et ça peut être très intéressant à partir du moment où tu prends le lead vraiment en début de match. Ouais, non, ça va. Enfin, voilà, on va voir déjà sur les premiers matchs ce que ça peut donner, où on en sera réellement au niveau défensif, parce que c'est sûr que ça va conditionner beaucoup de choses. Messieurs, avant de passer, je vois Greg que dans le conducteur tu avais oublié de mentionner le prono, mais on va y passer. On va passer au prono, c'est Allez. sûr, à un moment ou à un autre. Mais avant de passer au prono, on va peut-être. Allez, notre petite joker, notre petite carte blanche, désigner chacun un joueur à suivre vraiment dans l'effectif des Suns cette saison. Eh bien, Malo, comme tu es le plus jeune, c'est toi qui vas commencer. Moi, je vois pas en quoi je suis plus jeune, je pense que ça se voit pas forcément. Non, moi j'avais envie de parler de Bol Bol. J'ai un peu essayé de l'incorporer dans tous les des sujets que je pouvais. Mais je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas être le meilleur joueur de l'équipe des Suns cette saison, c'est acté, enfin, à moins que ça devienne Wembanyama Prime, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter en fait partout. On parlait de la défense, mais il peut apporter justement cette protection de cercle, cette capacité au rebond, c'est le fait de pouvoir gêner un peu toutes les passes et notamment les navigations d'écran adverses avec sa taille, son envergure en fait, qui permet un peu de protéger un peu une grande zone plutôt qu'un joueur précis. Euh, et en attaque, en fait, il peut justement être un peu ce couteau suisse capable d'attaquer le cercle, de prendre des tirs s'il ouvert. Enfin, c'est pas un sniper, mais c'est un shooter, voilà, qui peut sur une saison, j'ai pas les chiffres de la saison passée, mais qui peut, je pense, tourner en tout cas autour des 36, 37, 38% minimum à 3 points. Et je pense qu'en fait, ça peut être un peu ce couteau suisse qui permet d'ajouter de la taille, un peu une utilité un peu partout. Et s'il reste sur la régularité qu'il avait la saison passée, ça peut être quelqu'un qui règle pas mal de problèmes ou qui évite d'en créer un petit peu. Et quelqu'un qui, on parlait d'ITS tout à l'heure, ça va se voir avec des actions spectaculaires. Enfin, on a habitué avec Bol Bol, mais au-delà de ça, c'est, je pense, quelqu'un qui peut empêcher certains problèmes d'être visibles, pas forcément les empêcher statistiquement ou autre, mais en tout cas un peu tenir la baraque, dépanner un peu partout. Et je pense que ça peut être vraiment un joueur qui peut apporter sur ça. J'ai surtout hâte de voir en fait ce qu'il peut apporter
Bud avait l'air, en tout cas, satisfait de Bol Bol. Notamment, il parlait de sa relation avec Nurkic, ce qui peut montrer qu'il devrait avoir du temps de jeu. Après, il n'y en a pas forcément eu beaucoup pour le premier match de pré-saison. Après, voilà, ça dépend des états physiques ou d'autres critères. Peut-être qu'il avait plus envie d'essayer les rookies ou je ne sais quoi, mais ça peut être un joueur ouais, qui peut être. Ça a été la surprise la saison passée, mais ça peut être un peu le couteau suisse de l'équipe qui peut permettre de, je pense, combler, en tout cas masquer quelques lacunes dont on vient de parler notamment. Voilà pour mon petit speech Ouais, sur Bol Bol. d'autant plus s'il prolonge en fait enfin s'il poursuit Aussi. plutôt sa progression, c'est-à-dire parce qu'effectivement on a vu vraiment une belle évolution là ces dernières années pour ce joueur qui est évidemment à part quoi, parce qu'il a des dimensions physiques complètement hors normes et parce que voilà ça enfin c'est un alliage, un cocktail qui est pas évident à mettre en place. Est-ce que ça va continuer? Et ça va surtout dépendre de ça. S'il continue à progresser, oui, il peut jouer un rôle très important, comme tu Ouais. dis, pour couper un peu des brèches Et, dans notre roster. Ouais. et pour finir, ouais, je pense que le fait qu'il ait prolongé à Phoenix, enfin, il avait mieux ailleurs, c'est sûr, vu la saison qu'il venait de faire, et enfin, ça n'a pas été affirmé clairement, mais voilà, on a compris qu'il a choisi Phoenix parce que ça s'était très bien passé la saison dernière, et qui donc, je pense, devrait avoir des garanties de temps de jeu, enfin, en tout cas que l'intérêt est réciproque des deux parties, donc je pense que ouais, ça peut être un joueur un peu, même si ce sera pas le premier dont on parlera, mais qui peut ouais, un peu aider partout. Et qui il va falloir jouer. Je vois pas trop de domaines où bah, il sera une lacune en fait. C'est un peu un joueur qui peut un peu apporter partout sans être le meilleur à chaque fois, qui peut bah ouais et sur certains matchs bah, aller scorer sa quinzaine de points, prendre pas mal de rebonds et faire parler de lui. Mais voilà, c'est un peu le joueur dont j'avais envie de parler, que j'étais pas forcément fan lors de son arrivée la saison passée, mais qui m'a bien tapé dans l'œil l'an passé. Ouais, il a été plutôt effectivement, comme tu dis, rassurant par rapport à plein de trucs. Greg, toi, c'est qui ton joueur à suivre? Bradley Beal. Bradley Beal, j'en ai parlé en long et en large avec les camarades du District, le podcast des Wizards France, qui est sorti d'ailleurs il y a quelques jours. Je l'ai enregistré, j'étais encore à l'école maternelle, mais c'était il y a vraiment un bail. Mais il est sorti, je crois, hier ou avant-hier. Donc allez voir, on parle de Bradley Beal en long et en large. Bradley Beal, c'est un joueur qui a été conspué la saison dernière dans la fanbase des Suns, mais aussi de manière générale dans la NBA. Et j'ai trouvé, on en a parlé aussi, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était un peu injuste parce que c'était un joueur qui avait toujours été très correct en interview, qui a toujours adressé les problèmes que l'équipe avait et qui surtout s'est donné sur le terrain, même quand ça n'allait pas et même dans le trou profond des playoffs qu'il a connu. C'est aussi un joueur qui a eu des très bons apports en positif, notamment à 3 points sur la deuxième partie de saison, et puis même dans l'intensité de ce qu'il a fourni, j'ai trouvé que c'était un joueur qui était intéressant. Donc, je suis de ceux qui vont lui pardonner la saison précédente et qui attendent de lui beaucoup, par contre, pour la saison en cours, parce qu'effectivement, très gros contrat, mais aussi grosse capacité d'apport et disons, de faire passer les Suns dans la dimension où ils veulent aller. Je pense que c'est un des joueurs, sinon le joueur, qui est capable de faire basculer les Suns dans la dimension des contenders, juste en retrouvant un niveau qui était le sien il y a quelques années à Washington. Et ça passe, on l'a déjà dit, hein, par du drive, par de l'adresse à 3 points, par du jeu collectif sur des kick-outs, etc., etc. Et tout ça, Bradley Beal a déjà prouvé qu'il était capable de le faire. Donc on ne fait pas un pari sur un potentiel, on fait un pari sur un joueur qui a déjà fait ça avant qu'il ait mal au dos. Aujourd'hui, ces maux de dos ont été soignés. Donc on veut retrouver, allez, 70, 80, 90%, 100% peut-être même, du Bradley Beal qui était chaud à l'époque à Washington. Donc moi, j'attends ça cette saison de la part de Bradley Beal. Plus de 50 millions de salaire. J'attends, voilà. C'est pour ça que quand on a fait les over-under sur l'échelle de Natch, j'ai dit que c'était plus de 23 points par match, etc., etc. Je veux un Bill scorer, je veux un Bill qui pense aux autres sur ses kick-outs parce que c'est un des meilleurs de la ligue dans ce domaine-là. Sur drive, il fait souvent des bons choix. Et je veux un mec qui va chercher des lancers francs, etc. Donc, je veux que ce soit un joueur qui fasse basculer les Suns dans la dimension supérieure parce que je pense que ça dépend de lui. Et toi, Rod, du coup? Bah, déjà, oui, non, sur Bill, effectivement, c'est évident. En tout cas,
presque la question la plus importante dans tout le projet actuel des Suns, hein. C'était déjà la question l'année dernière et elle reste tout aussi valable cette saison, puisqu'on n'a pas vraiment eu de réponse. En fait, on a vu que c'était pas encore le cas, mais que finalement il était pas si loin. Enfin bref, c'est assez difficile à dire, quoi. Mais est-ce que Bradley Beal peut redevenir le joueur qu'il était effectivement enfin, à son prime, quoi? Est-ce qu'il est encore dans son prime? Est-ce que c'est derrière lui ou pas? Tout simplement, c'est vraiment ça, cette question-là. Et comme tu l'as dit, en fait, ça va être tellement important dans le devenir immédiat de Phoenix cette saison, mais même sur le projet global, encore une fois, sur tout ce qui a été fait là depuis un an. Vraiment, il y a voilà, il y a de la tension sur cette question-là, parce que on est sur un joueur qui coûte 50 millions l'année et qui a pour l'instant pas le rendement qui va avec. Ouais. Enfin voilà, on sait ce que l'équipe a hypothéqué en termes de futur, tous les choix de draft qu'on a envoyés à Washington et tout. Donc ouais, non, il y a vraiment un côté ça passe ou ça casse, quoi, avec l'ami Bradley. En tout cas, on a vu que le niveau qui était l'année dernière, quand bien même c'est plutôt pas mal, bah c'est plutôt ça casse que ça passe, quoi. Donc effectivement, il va falloir qu'il hausse le ton encore cette saison. Moi, mon joueur à suivre, alors Josh Okogie, non, on va se calmer un peu. Évidemment, Michael Bridges. non, pardon. Donc oui, du coup, Josh, évidemment, voilà, c'est le joueur pour lequel mon cœur bat là actuellement dans l'effectif des Suns. Donc je vais le suivre avec attention, mais je reste calme et je sais que voilà, a priori, il n'est pas amené à tenir un grand rôle. En revanche, il y a un joueur que je vais suivre vraiment dès le premier soir, j'ai envie de dire, et tous les soirs avec beaucoup de curiosité, dans la perspective des playoffs aussi. Enfin, vraiment, ça change beaucoup de choses. En fait, on en a parlé déjà pas mal de fois dans cette preview. C'est Tyus Jones. À la fois, c'est un nouveau titulaire, donc il y a ce côté-là, machin. À la fois, il est censé résoudre, on en a parlé abondamment, beaucoup de problèmes qui se posaient l'année dernière. Il en pose des nouveaux, notamment, donc on en a parlé aussi côté défensif, quoi que ce soit. C'est la première fois finalement qu'il va être titulaire en NBA dans une équipe qui joue quelque chose, parce que la saison dernière il a fini titulaire à Washington, mais dans une équipe qui ne jouait absolument rien. C'est vraiment, enfin voilà, c'est pareil, hein, il y a des joueurs pivots un peu dans l'effectif. Alors effectivement, Malo, Bol, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un joueur qui peut être un facteur X, tu vois, on va dire. Bill ou Tyus Jones, c'est vraiment, il y a un côté pivot. On aurait pu citer Nurkic aussi dans ce style-là, c'est-à-dire en fonction de ce qui va se produire sur le terrain et en fonction de est-ce qu'il va être à la hauteur des attentes, alors malgré le fait qu'il a un petit contrat, mais en tout cas il y a beaucoup d'attentes autour de lui. En fonction de ça, la saison elle sera réussie ou pas, et en fonction de ça, on aura des chances en playoff ou pas. Effectivement, c'est ça qui est fou, alors que ça va être a priori la 4e ou 5e option des Suns cette saison. Il va avoir un rôle énorme à jouer pour soulager les stars en termes de tenue de balle et tout, en termes aussi d'initiation et de gestion. Il y a d'énormes questions qui se posent côté défensif, mais en fait, il peut aussi jouer un rôle très important si c'est bien coordonné, si c'est bien préparé. Il y a la question du temps de jeu, il y a la question de la durabilité physique, il y a la question mentale aussi. On sait que c'est un joueur qui a dans le collectif de Memphis, pardon, qui avait une importance quand même assez énorme au-delà de son rôle de 6e. C'était vraiment un leader dans le vestiaire et tout. Il y avait vraiment ce côté-là. Oui, 10 ans de NBA. C'est ça, et c'est un mec. C'est pas le petit dernier arrivé. 10 ans de NBA. Hein. C'est un vrai vétéran. Qui a roulé sa bosse, effectivement, qui est passé par des situations plus ou moins compliquées, donc à Minnesota derrière Jeff Teague, puis aux Grizzlies, voilà, en backup derrière Ja Morant et tout machin. Et c'est un peu, il y a ce côté-là, et c'est pour ça que je vais le suivre moi avec beaucoup d'attention. C'est un peu son moment, en fait, le moment où il doit passer un petit step on lui demande pas de devenir All-Star, hein, c'est pas du tout le programme, mais par contre devenir vraiment le titulaire dans une équipe qui vise le titre, c'est rien moins que ça, hein, même si on est prudent dans cette preview et on verra au niveau des pronos et tout, mais on sait qu'il y a des choses qui se dressent au travers de la route des Suns, c'est qu'on n'est pas les grands favoris pour le titre cette saison. C'est néanmoins, et ça reste évidemment l'objectif d'une équipe qui a 3 joueurs au contrat max dans son roster, évidemment. Et donc, voilà, Tyus Jones ressemble à la bonne pioche idéale. Hein. Booker a parlé pendant le Media Day, à Team USA, ils ont dit, c'est un vol et tout. Hein. Certes, mais il va falloir le prouver sur le terrain, en fait. Et il y a peut-être aussi un truc autour de ça, en fait, quoi. Et donc, du coup, et c'est pour ça que je parlais d'attente tout à l'heure, il y a vraiment énormément de choses aussi qui vont dépendre du niveau de Tyus Jones, c'est ce qui va être à la hauteur de ce qui va lui être demandé. Encore une fois, et je le répète parce que c'est très important, ce qui lui est demandé là cette saison aux Suns ne lui a jamais été demandé Absolument, précédemment. C'est un vétéran, ouais. Mais tu sais que
Mais tu sais qu'il y a un truc qui est manifeste, je trouve, dans la manière dont ça s'est articulé. C'est que ce que tu dis là, c'est qu'il va lui être demandé des choses très importantes, mais j'ai l'impression que c'est lui-même qui se les ait demandées avant que la franchise de Phoenix le fasse. Parce Tout à que fait. accepter, je pense qu'il arrive à 10 ans de NBA, il se dit c'est bon, j'ai fait 10 ans en sortie de banc, je vais montrer que dans une équipe qui a des ambitions, ou en tout cas qui parle d'ambition, je peux être titulaire et je peux faire réfléchir d'autres franchises l'été prochain quand il va falloir donner des gros contrats, des MLA, etc., etc. Tu vois, des contrats à plusieurs dizaines de millions de dollars. Je vais faire réfléchir ces franchises-là. Et je pense qu'il est arrivé aux Suns en se disant exactement ce que tu viens de dire, Rod, c'est je peux faire basculer les Suns dans un tiers supérieur et je peux me montrer à la face de la ligue comme un titulaire indiscutable d'une équipe qui a des velléités. Et moi, j'aime bien ce mindset-là. C'est un mindset que j'aime beaucoup. Et c'est un mindset, tu vois, typiquement, que je pense on doit retrouver dans les 3 joueurs qu'on a choisi de suivre cette saison. Parce que Bol doit avoir le même. Il doit s'imaginer craquer la rotation de 7-8 joueurs de playoff et d'être le mec qui va être pénible à agresser parce que trop grand, trop long, trop large. Être le mec qui va rentrer ses shoots à 3 points dans le corner. Bradley Beal, être le mec qui va driver, faire des kick-out, aller chercher des lancers francs et être finalement poser la question de est-ce qu'il y a 3 All-Stars à Phoenix. Tu vois, ça doit être le mindset de Bradley Beal. Et Tyus Jones, son mindset, c'est celui de moi, je suis. Ouais, c'est le numéro 3 en plus. Moi, je suis un meneur titulaire d'une équipe qui est contender et qui a des ambitions. Et j'aime bien le fait que ça se retrouve là-dessus. On va discuter des pronos très vite, mais j'aime bien cette idée-là. En tout cas, oui, c'est ça. C'est que sur ces joueurs-là, il y avait vraiment un côté, oui, de défi, quoi. Vraiment là-dessus. Ouais, complètement. Mais c'est. Et en fonction de la réussite, là. J'ai bien aimé l'expression de Greg pour ça. C'est pour vos 2 joueurs, le joueur qui peut faire passer un cap en fait. C'est voilà, en fonction de s'il performe vraiment, ça peut nous faire passer le contender ou autre. Donc pour ça l'expression était vraiment bien trouvée. Ça résume bien vos 2 joueurs, je trouve. En effet, Le succès plus peut passer passera par une bonne saison de ces gars-là, c'est sûr. Ouais. et notamment, et en tout cas, plutôt un visage différent de celui sur lequel on reste, c'est-à-dire celui qu'on a vu en playoff contre Minnesota. C'est Il y a sûr. aussi cette nécessité-là et cette volonté de tout changer par rapport à ça, en fait. Même si, encore une fois, l'effectif est sensiblement similaire par rapport à la saison dernière. Très bien, messieurs. Eh bien, après cette belle preview, là, on a un peu abordé pas mal d'angles qui sont plus ou moins saillants, plus ou moins rond. On est quand même assez confiant. Comment vous voyez les choses en termes de pronos? Il va falloir se lancer vraiment à un moment. Greg, vas-y, commence. Alors, moi, je suis le blaireau de la bande qui a annoncé que Devin Booker serait top 3 ou top 5 MVP cette année. J'ai annoncé Bradley Beal à plus de 23 points par match. Je viens de dire qu'il fallait qu'il y ait 3 All-Stars aux Suns cette saison. Comment je peux pronostiquer moins de 54 victoires cette saison pour les Suns tout en étant logique dans ma pensée? C'est une pensée qui est très optimiste. C'est une pensée qui n'est pas tout à fait conforme à ce que je pense réellement de l'équipe, mais c'est la pensée que je choisis d'avoir cette saison, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on va retrouver une équipe qui va être agréable à jouer, et c'est la grosse différence avec la saison précédente. On va avoir une équipe qui est à minima agréable à jouer, et du coup j'ai envie d'être enthousiaste, d'être un fan enthousiaste derrière cette équipe. Donc je pronostique 54 wins cette saison. C'est plus que sur la saison 2020-2021 où on avait fait finale NBA. C'est moins que sur le record historique évidemment de la saison. Et la saison dernière, on était à 49 victoires, ce qui n'est pas non plus dégueulasse pour une équipe qui fait 6e seulement de la conférence. Donc 54 victoires. J'avais aussi pronostiqué d'ailleurs dans nos over-under sur l'échelle de Nash qu'on serait dans le top 4, je crois, de la ligue. Donc évidemment, il faut que je mette un nombre de victoires élevé parce que même si tu pronostiques 50, tu peux être 8e maintenant dans l'Ouest. Donc c'est phénoménal. Donc voilà, 54 victoires pour moi. Je ne sais pas ce que ça fait en termes de défaite. Du coup à l'Ouest, tu as une... Top 4, je dirais 3e. D'accord. Voilà.
Le chiffre 3, Bradley Beal, 3 All-Stars et top 3 NBA. Ah bah, 3 All-Stars aussi dans Valley-Hoop, incroyable. Exact. À toi donc numéro 1, enfin numéro 2 en l'occurrence dans le prono, mais qui porte le maillot du numéro 1, mon cher Malo. Qu'est-ce que tu vois pour cette saison? Je vois mieux que la saison passée, parce que je pense que l'équipe est meilleure et notamment juste le changement de coach en fait, qui change juste déjà que bah, l'équipe sera peut-être derrière un coach et mine de rien ça, je pense, change beaucoup dans une équipe. Un petit peu moins optimiste que Greg, mais je pense qu'on va passer le cap des 50 victoires. Moi, je vois plutôt 52 victoires. Ce qui, en tout cas, la saison dernière nous mettrait quatrième, à une victoire près, parce que bah, les Clippers avaient fait 51 victoires. D'ailleurs, le top 3 était à 56 et 57. Donc, ouais, je pense que la qualification en playoff sera assurée quoi qu'il arrive, même s'il faut passer par le play-in. Ce qui peut bah, même aller très vite, en fait, parce que bah, 48 victoires ou 49, on peut bah, être dans le play-in. Même la saison passée, 49, on était à une victoire près au dernier match des Pels de passer dans le play-in. Mais je pense que ouais, la qualification en playoff sera assurée, ou sinon ce sera vraiment un échec criant, de toute façon. Et ouais, je pense ouais, quatrième place à l'ouest et possiblement, probablement champion de division. Petit prono supplémentaire. C'est beau cet optimisme. Ouais, bah, assez important effectivement de bien 30 victoires. Nous allons passer 12e place, 30 victoires. Alors, bah, j'aurais bien envie d'être plus pessimiste que vous, mais je le suis pas vraiment en fait. Enfin, vous avez dit non. Et puis je vais, alors je tease, mais enfin n'hésitez pas dans 2 jours normalement ou dans 1 jour, ça dépend quand ce podcast sera publié, mais j'ai participé à la preview des Phoenix Suns dans l'émission Coast to Coast, une nouvelle émission, un nouveau média basket animé par le très sympathique Tom. Donc pas le Tom de Doc Hemdo, un autre Tom, mais qui est très sympa lui aussi. Et donc bah pareil, vous me verrez peut-être pas avec un t-shirt des Suns cette fois-ci, mais donc du coup parler des Suns sur YouTube, parler justement de l'importance de Bradley Beal, clin d'œil, et bah donner ce pronostic. Bah je vais essayer de rester un peu sur le même du coup, 54 victoires et 4e place à l'Ouest. Pour moi en fait, on a le profil d'être quand même une très bonne équipe de saison régulière. Enfin, on en a peut-être pas assez parlé dans cette émission, mais moi j'aime bien notre profondeur quand même, c'est pas dégueu. Ouais. Y a des joueurs là, tu le disais en tout début, Malo, mais notre 12e, 11e, 12e joueur là de rotation est sans doute meilleur, on verra hein, bien sûr, mais que nos 8e, 9e de l'année dernière. Moi je crois beaucoup à l'apport de Dubrovki, notamment dans cette perspective là de profondeur et d'avoir toujours un peu des solutions de recours parce qu'il y aura des pépins physiques, on sait comment ça se passe, notamment avec nos stars évidemment. Donc moi malgré tout, donc en fait c'est ça, je pense que physiquement ça risque d'être un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire un peu brinque-ballant, de temps en temps tu dois faire sans Booker pendant 2 semaines, de temps en temps tu dois faire sans Durant. Durant il a joué 75 matchs la saison dernière, je pense qu'il va en jouer un peu moins cette saison, on en avait parlé dans les over-under. Pour moi, ouais, voilà, malgré ça, on a moyen de faire beaucoup mieux que l'année dernière, enfin beaucoup mieux, un peu mieux en tout cas. Donc tu l'avais dit, Greg, 49 victoires, ça aurait pu être 50 ou 51. On a parlé des 2 Spurs, on se mord encore les parties intimes, on va dire, de ces matchs absolument lâchés comme ils font pas. On peut penser qu'on va être plus, on l'a dit ça plusieurs fois dans cette preview, mais plus dans la continuité et donc dans la régularité sur l'ensemble de la saison. On peut penser aussi que le projet de jeu est peut-être mieux adapté au roster que celui qu'on avait la saison dernière. Moi, c'est ces raisons-là qui me font penser qu'on va, 5 victoires de plus que l'année dernière, c'est pour moi, je dirais pas un plancher, mais en tout cas quelque chose de vraiment vite. Je suis le moins optimiste, c'est fou. Et ouais, bah c'est... Alors on en reparlera dans 6 mois, mais je crois me souvenir que tu avais dit que toi tu étais plus optimiste pour les playoffs que pour la saison régulière. Moi c'est l'inverse, je suis très optimiste pour la saison régulière, je suis pas très optimiste pour ce qu'on le temps venu évidemment, mais je pense que comme vous, je pense qu'on se qualifiera directement pour les playoffs, une 4e place, donc comme il y a 2 saisons finalement, avec sensiblement le même nombre de victoires, mais je pense que oui, il y a la place pour aller chercher ces 54 wins et ce serait pas mal parce qu'effectivement ça nous donnerait un élan un peu nouveau. Tu parlais de plaisir, Greg, moi c'est vraiment ce que j'attends en priorité. On a un peu souffert quand même la saison dernière tout au long de la saison, quoi. Là, il faudrait kiffer, quoi. Il faudrait kiffer. Il est temps de kiffer. Il est temps de retrouver le kiff. Ouais, c'est il est temps d'avoir. Voilà, on attend que ça. Hein. Vas-y. Exactement. Mais exactement. Ouais, c'est un point aussi, je sais plus qui de vous en a parlé, je crois que c'est Greg, mais retrouver un peu ce côté plaisant
avoir ouais. joué, et notamment le lien avec le public, qui je pense depuis peut-être pas depuis, voici, depuis l'échec contre les Mavs, en fait, un peu perdu. On a toujours cette passion très peu ma part, mais c'est vrai que j'ai moins le plaisir devant le jeu, devant tout ça, le lien avec ce public qui paraît un petit peu éteint, même certains matchs, public qui était totalement fou pendant les playoffs en 2021. Donc c'est vrai Ouais. que c'est peut-être au-delà du côté purement sportif, le domaine. Je n'avais pas là à la fin de saison dernière déjà, mais je pense que c'est vraiment le cœur de projet, pour revenir tout ce côté culture que souhaite instaurer Matisse Bia, et tout le, enfin le Front haute office, sphère, on ouais. va dire, ouais, ça, le front office, les Ouais, haute ouais. Ouais, sphère de même Phoenix. plus encore, voilà, les décideurs, les propriétaires de la franchise, Ouais, c'est ça. Bartelstein aussi, effectivement, ils ont beaucoup Enfin, apprécié. j'ai envie vraiment de retrouver ce côté vraiment plaisant qu'on avait, avec, à part mille couteaux d'appeler, mais les Michael Bridges, les Cameron Payne, tout ça, les Cameron Johnson aussi, qu'on cite pas assez, je trouve. Ouais, enfin voilà, Mais enfin, effectivement. je pense que on a le matos en plus pour être plaisant, de ce côté-là. En tout cas, je pense à ouais, ce domaine au-delà du côté purement sportif, de retrouver ce côté vraiment, être une équipe sympa à avoir joué, enfin, qui apporte un peu un vent de fraîcheur, quoi. Et comme tu dis, avec cette espèce d'élan, enfin voilà, Ah, d'enthousiasme un peu c'est ça. communicatif et tout machin. Effectivement, hein, je pense qu'il y avait un espèce d'état de grâce, on peut peut-être presque le résumer comme ça, sur la période entre la bulle et donc cette défaite horrible face aux Mavs, qui s'est vraiment brutalement achevée à ce moment-là. Et depuis, ça a été un petit peu compliqué. Donc il y a eu C'est un peu plus le poussif, rachat quoi, j'ai par l'impression. Matisse Bia. Et effectivement, depuis, ça a jamais vraiment pris. Pour des raisons qui sont pas que liées aux fans, parce que on peut aussi parler d'eux, mais je veux dire, c'est difficile aussi pour eux. Hein. Je veux dire, nous, en Europe, Ah déjà, oui, on a du mal à avoir de la continuité dans l'amour de cette équipe parce que les joueurs changent. T'as des mecs qui sont là, tu sais que c'est des mercenaires qui sont là pour 2 semaines, voire 2 mois, et enfin au mieux 2 mois, et voilà quoi. Et effectivement, la continuité dont on parlait peut aussi amener cette espèce d'élan et ah oui, d'enthousiasme collectif. On Donc voilà. croise les doigts, on croise les doigts. c'était plutôt une critique des joueurs, le manque Oh, non, tout à d'énergie fait. du public, hein. Enfin, c'était Non, plus, mais enfin, il y avait des raisons de le penser, quoi. bien sûr, loin de moi l'idée de dire que t'attaquais le public, c'était plus dans le truc de dire, Oui, bah oui. dans l'osmose entre les deux, il y a quelque chose qui s'est perdu, quoi. Mm. Effectivement, oui, je pense que, en tout cas, c'est une bonne manière, je trouve, de conclure cette preview, d'attendre et d'espérer le retour de l'enthousiasme là pour les L'espoir Suns du pour cette kiff. saison. On n'y est pas encore, mais si on y arrive, 54 victoires, du kiff, 3 All-Stars, Devin Booker MVP, let's go! mais en vrai, même 50 victoires avec beaucoup de cette saison, C'est ce sera ça. déjà pas mal, quoi. Tu vois, il y a Ouais. vraiment ce côté-là aussi et retrouver voilà, cette espèce d'élan collectif et l'idée de se dire ah bah cette équipe, voilà, il y a un truc quoi, il y a un truc qui se passe. Et pour l'instant, effectivement, c'est pas, enfin voilà, en tout cas l'année dernière, c'est quelque chose qui a cruellement manqué et on a été un peu blasé toute la saison, quoi. Donc effectivement, on espère à ce niveau-là, en tout cas, que ce sera différent. Bah messieurs, merci beaucoup pour cette première vidéo sur YouTube, mais en tout cas cette C'est grande beau. preview dans Valley Hoop. Ah, mais merci, merci à vous, les gars. C'était vraiment très chouette. J'ai très hâte de partir sur cette saison de podcast et de suivre les avancées. J'espère qu'on va être sur l'autoroute du kiff. Parce que plus l'équipe nous donne du kiff, plus c'est kiffant d'enregistrer les podcasts. Ouais. Évident. Parce que Doumé, c'est D'autant plus, bon, oui, on a assez donné dans l'histoire des Suns, les périodes où puis où on on. avait, alors c'était juste avant que tu rejoignes l'émission Malo, parce que je crois que c'était le dernier numéro de la saison dernière. On s'était quand même bien amusé avec Alex à détruire l'équipe après le naufrage là contre les Wolves. Ouais. Mais en vrai, c'est sûr que voilà, tu le dis très bien, Greg, c'est toujours plus joyeux quand Bah ouais. l'équipe tourne bien. Et alors là, pour le coup, toi, Greg, tu n'étais pas encore là. Mais cette époque bénie où avec Hicham, on se retrouvait toutes les semaines pour chroniquer les Suns rayonnants de cette époque-là, c'était génial, quoi. Et effectivement, je nous souhaite ça pour cette saison, messieurs. Absolument, on peut se souhaiter ça. On souhaite ça à tous les fans des Suns, évidemment. Évidemment. Et puis, on se retrouve très vite. Bah Très oui. très Et bien. clairement, on dit merci à nos auditeurs et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Valley Hoop, peut-être même avant la saison, avant le début de la saison. On verra Qui sait. de comment on s'organise. À très bientôt. Ciao! Allez, Merci à bye. tous. Ciao.